Si vous prenez les Français qui ont été vaccinés, qui ont eu une première dose de vaccin, on est le 21e pays sur 27. Si vous prenez ceux qui ont eu 2 doses de vaccin, on est le 26e pays sur 27. Je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que d'ici à la fin du mois de février, entre 3,5 et 4 millions de Français auront reçu une première injection. Vous pouvez faire non, mais nous sommes bien dans les objectifs qui n'ont pas été revus à la baisse. Bonsoir ou rebonsoir. La France a hésité. La France a procrastiné. La France est-elle désormais relancée? La campagne de vaccination semble effectivement lancée à grande vitesse. Nous sommes en train de dépasser l'Allemagne, a dit Olivier Véran. Est-ce la réalité? On va démêler le vrai du faux et on va en débattre dans un court instant avec autour de ce plateau le professeur Enrique Casalino. Bonsoir Enrique, comment allez-vous? Chef du service d'urgence de l'hôpital Bichat. Et vous, êtes-vous vacciné? Les 2 doses. Les 2 doses? Et alors vous vous sentez un autre homme? Je continue à respecter les règles barrières parce qu'il faut continuer à respecter. Ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on peut arrêter de respecter les règles barrières. Et vous avez votre masque devant vous, vous le portez toujours? Je le porte toujours. Là, je l'enlève devant vous parce que j'ai la règle du parfait immigré. Là où j'y vais, je fais ce que je vois et je viens Rome, inviter chez vous. Vous ne portez pas le masque, je ne le porte pas. Mais pourquoi est-ce que vous le portez encore si vous avez les 2 doses? Parce que le vaccin protège, réduit le risque, mais il ne l'élimine pas. Et deuxièmement, c'est vrai qu'il reste un doute sur la capacité à pouvoir porter le virus et pouvoir contaminer. Dans tous les cas, aujourd'hui, le conseil, c'est même vacciné. Nous devons tous redoubler d'efforts et de respecter les règles de distanciation sociale et les règles barrières. La leçon de bonne conduite d'Enrique Casalino. Avec nous également Sophie Coignard. Bonsoir Sophie. Bonsoir David. Éditorialiste au Point, la une du Point cette semaine. La dette, le poker géant, combien de temps peut-on tenir? Et votre édito quotidien, vous êtes sévère, mais c'est très savoureux. Dingue, il neige en hiver, impossible d'y échapper. La vague de commentaires, de reportages, de témoignages, de polémiques, de surenchères qu'elle charrie sur son passage, incroyable mais vrai. Il fait froid et même il neige en hiver. Et vous dites, les commentateurs eux-mêmes, ce mardi soir, donc hier, convenaient qu'on est encore loin d'atteindre des records, mais cela n'interdit pas, semble-t-il, d'en faire des tonnes, comme s'il s'agissait de la fin du monde. Tout est prétexte à l'anxiété. Et c'est vrai qu'on nous présente ça. On n'en a pas trop besoin en ce moment. On n'en a pas trop besoin en ce moment, en plus. Avec nous également autour de la table, Gérard Miller. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Psychanalyste et éditorialiste à LCI. Et avec nous également Robert Ménard, maire de Béziers. Bonsoir Robert. Bonsoir David. Qui publie aux éditions La Nouvelle Librairie cette thérapie de choc pour éviter le chaos. Je lis les 3 premières lignes. Un remède de cheval, une thérapie de choc, c'est de cela et uniquement de cela que la France a besoin. On sent poindre le discours de quelqu'un qui a des fourmis dans les jambes et qui aurait envie d'être candidat en 2022. Je sais pas, mais c'est quelques idées pour un candidat en tout cas. Bien, quelques idées pour un candidat. Alors avant d'en venir à cette campagne de vaccination qui change de braquet et faire vraiment la part des choses, quelques mots sur ce chiffre qui frappe les esprits et que les historiens retiendront. 80 000. Regardez. Claude Goasguen, Patrick Devedjian, Jean-Louis Servan-Schreiber, Christophe, Manu Dibango, Kenzo, Rémi Julienne, le cascadeur, Pape Diouf, ce sont quelques-unes des personnalités, il y en a beaucoup, on ne pourrait pas tous les citer, qui ont payé de leur vie cette épidémie du Covid. 80 000 morts du Covid, un an tout juste après le premier décès observé le 15 février 2020 exactement. 80 000 morts, ça paraît vertigineux. Que penser de ce chiffre? Voici les indispensables avec Baptiste Morin. Bonsoir Baptiste. Bonsoir David, bonsoir à tous. 80 000, c'est beaucoup, c'est énorme? Oui, 80 147 morts très exactement, et vous l'avez dit, depuis le 15 février 2020. Sur un an, donc à 5 jours près. Si on prend l'année 2020, assurément, c'est une année plus meurtrière que les précédentes. En 2019, on avait enregistré 613 456 décès. L'année suivante, 668 366 décès. Quelques 55 000 décès de différence. Pourquoi on ne retrouve pas le chiffre du coronavirus? Déjà parce que l'épidémie s'étale sur 2 ans,
mais aussi parce que sur une année, oui, on enregistre plus de morts, et sur l'année 2020, on a enregistré plus de morts dues à cette épidémie, mais on enregistre aussi moins de morts sur des années, et l'année 2020 notamment a été marquée par moins de morts de la grippe saisonnière, moins de morts aussi sur les routes, la sécurité routière qui a enregistré des records de non-mortalité pour le coup, et des vies sauvées probablement, notamment parce qu'on a confiné le pays, il faut le rappeler, et qu'on a arrêté de vivre. L'INSEE a établi la surmortalité de cette année 2020, plus 9%. Peut-être que ça ne vous dit rien. Il faut savoir que sur les années, normalement, on enregistre des hausses, des variations, soit à la baisse, soit à la hausse, mais entre moins 1 et plus 1%, c'est globalement assez stable. Sur l'année 2020, plus 9% pour la mortalité. Alors, est-ce que c'est beaucoup ? Pour vous répondre, comparons la France aux autres pays du monde, à nos voisins, et vous allez voir déjà en valeur absolue que nous arrivons au 5e rang s'il fallait faire un classement de ces bilans, avec ce donc 80 147 décès. Mais le premier pays dans le monde sur la mortalité en valeur absolue, c'est évidemment les États-Unis. 468 203 décès liés au Covid. Vous avez ensuite le Brésil avec plus de 230 000. Ensuite le Mexique, le Royaume-Uni et les plus de 110 000 morts du Covid au Royaume-Uni. L'Italie juste devant nous à plus de 90 000 décès. Et puis derrière nous, on retrouve l'Espagne, le Pérou, la Belgique, la République tchèque. Regardez la position de la Belgique, parce que pour que tout ça ait un sens, il faut évidemment remettre ces décès en proportion de la population de chacun de ces pays-là. Et si l'on prend ce classement-là, celui qui vaut, eh bien la France est beaucoup plus loin et la position est beaucoup moins mauvaise, si je puis dire. Vous retrouvez la Belgique en première position parce que 1900 décès du Covid pour 1 million d'habitants en Belgique. C'est le ratio le plus important dans le monde. On retrouve la Slovénie en deuxième position, c'est une surprise. Le Royaume-Uni, la République tchèque, l'Italie, la Bosnie-Herzégovine dans ces 10 premiers pays, les États-Unis qui sont un peu moins aux avant-postes. Et voilà, il faut aller jusqu'à la 18e place pour retrouver la France. 1200 décès liés au Covid pour 1 million d'habitants en France. Devant nous, on retrouve la Bulgarie, l'Espagne, le Liechtenstein aussi, le Mexique, le Pérou, plein de surprises, mais c'est intéressant de remettre cette mortalité en proportion de la population pour que tout ça ait un sens. Et pour bien se rendre compte, dans l'histoire récente, 80 000 morts sur un an, c'est comparable à quel événement ? Bien, prenons la canicule de 2003. On a longtemps parlé de cet événement-là. 19 500 morts sur seulement 15 jours, 2 semaines. L'épidémie de coronavirus, sur un an, a fait donc 4 fois plus de morts, avec plus de 80 000 décès. En fait, ce n'est pas comparable et aucun événement récent n'est vraiment comparable. Il faut remonter aux guerres mondiales que l'on a pu connaître au XXe siècle. Prenons la Grande Guerre, 14-18, 1,7 million de décès en France, militaires, civils compris. Sur un an, ça faisait 425 000 morts en moyenne. On est donc très loin dans une population en 1914 de 41 millions d'habitants en France. On est à 67 millions aujourd'hui. On avait donc un conflit qui était 8 fois plus meurtrier que l'épidémie que l'on a connue. Ce qui se rapproche un peu plus, c'est le bilan de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale qui a causé 570 000 décès en France, là aussi civils et militaires confondus. Et cette moyenne par an entre 1939 et 1945 de 95 000 morts en France. Mais là aussi, la France était revenue en fait à son niveau de 1914 avec 41 millions d'habitants. Et donc ce conflit, cette Seconde Guerre mondiale a été 2 fois plus meurtrière que l'année d'épidémie que l'on a connue. C'est intéressant parce qu'on n'est quand même pas très loin du même ordre de grandeur. Même si, bien sûr, l'effet population, à l'époque, il y avait beaucoup moins d'habitants en France. Un dernier mot, quel est l'impact sur notre espérance de vie ? C'est un indicateur aussi qu'on regarde souvent. Oui, la surmortalité en 2020 a joué, elle a réduit notre espérance de vie. Alors, pas de beaucoup, mais quand même de 6 mois et demi. C'est la baisse la plus importante qu'on enregistre en France depuis la libération, depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ça nous replace au niveau de 2014, il y a 6 ans. Le démographe Hervé Lebras résume cette baisse de la façon suivante. En fait, le risque de décès d'une personne âgée de 75 ans est devenu le même que celui d'une personne qui était âgée de 75 ans et 6 mois environ. C'était avant, évidemment, le Covid. Oui, là-dessus, on ne peut pas dire qu'il y ait des faits notamment. Enfin, l'espérance de vie, c'est un indicateur complexe à appréhender. Merci, Baptiste. Professeur Casalino, que retenez-vous de ce bilan et de ce chiffre, tout simplement, de 80 000 morts ? Qu'est-ce qu'on peut y voir derrière ? 80 000 morts, et je vous remercie d'avoir passé des images pour que nous voyions qu'il y a des personnes derrière ce chiffre. Parce que nous sommes anesthésiés devant les chiffres. Tous les jours, il y a 300 décès, un avion qui tombe tous les jours, et personne n'en est ému. Comme s'il y avait une espèce d'indifférence collective. Mais c'est ce qui arrive aussi, c'est un phénomène social. Hein. C'est un trouble cognitif, c'est ce qui arrive pendant les guerres. Tous les jours, il y a 100 morts, 200 morts, 300 morts, 1000 morts, sans nouvelles du front. C'est normal, la guerre, elle tue, l'épidémie, elle tue, et nous nous sommes habitués. Et ce n'est que quand on voit les visages qu'on
on se rend compte que ce sont des êtres humains, ce sont des proches, ce sont des gens avec lesquels nous pouvons nous identifier. Un autre élément, c'est que 80 000 morts, c'est le minimum du chiffre. 80 000 morts, c'est parce que dans le certificat de décès, le médecin a marqué Covid, ou comme cause principale, ou comme cause associée au décès. C'est comme ça qu'on déclare un décès. Il y a des personnes en plus qui sont décédées de la Covid, et qu'on n'a pas pu forcément identifier que le décès était lié à ça. Parce que ça a provoqué... Parce que, par exemple, une personne âgée qui est décédée d'un infarctus, on sait que la Covid peut causer des infarctus. On sait que la Covid peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux. Et si quelqu'un n'a pas eu le réflexe de faire les recherches, les tests, on a pu passer à côté. Troisième élément, la Covid a tué aussi par perte de chance d'accès au système de santé. Le système de santé est saturé, on vous retarde vos chimiothérapies, on vous retarde votre chirurgie, on vous retarde il n'y a pas de place en réanimation pour vous recevoir. La Covid, et ça a été démontré par des travaux américains, a un impact de surmortalité, de surmorbidité lié à un retard à la prise en charge des patients. Ce matin, j'étais en consultation. Sur les 10 patients ou 12 patients qui devaient venir me voir, il y en a 3 qui sont venus. Les autres ont peur de venir à l'hôpital et de se contaminer. Donc, ça peut être une perte de chance dans la difficulté d'accès au système de santé, mais aussi pour les formes graves. Lorsqu'on dit aujourd'hui que 70% des lits de réa sont occupés, ça veut dire que dans 30% de nos lits, nous faisons 100% de l'activité qu'on faisait avant. Ce qui veut dire qu'il y a des patients qui forcément ont une perte de chance. Et pour augmenter le nombre de lits de réa, pour passer de 5 000 à 7 000 ou 7 500, nous avons pris des lits dans les blocs opératoires, ailleurs. Donc moins de place dans les blocs. Nous avons dû utiliser les anesthésistes réanimateurs qui donnent de l'anesthésie pour s'occuper des patients qui sont en réa, dans cette augmentation du nombre de lits. Il y a donc moins de possibilités d'opérer. Et nous avons dû prendre des infirmières dans d'autres services de médecine interne, de rhumato, de gastro, dans toutes les spécialités, pour les ramener dans les services de réanimation. Ces infirmières ont... Oui, elles manquent aussi nous à avons ces dû services-là. fermer des lits. Oui. Donc il y a une perte de chance pour chaque citoyen, Il y a un- qu'il ait la Covid ou pas. Il y a un bilan caché supplémentaire d'une certaine manière. Qu'est-ce qui vous frappe, vous, dans ce chiffre et le constat qu'on peut faire? Une question au professeur Casalino, avant d'en venir à ce qui me frappe, mais parce que ce que vous décrivez, professeur, c'est ce qui se passait au mois de mars, avril ou mai 2020, ou c'est encore ce qui se produit aujourd'hui dans les hôpitaux? Lorsque je dis qu'il y a 70% des lits occupés de réanimation, c'est aujourd'hui. Mais quand vous dites les blocs On déshabille Paul opératoires... pour habiller exactement. Jacques. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ou est-ce que... heureusement, on est dans une situation un peu plus, j'allais dire, confortable, le mot n'est pas tout à fait adapté, mais dans une situation moins alarmante que... C'est le débat actuellement. Parce qu'il y avait quand même, il y avait 7000, je crois, malades en réanimation au printemps dernier. On est à 3005. Donc on est à la moitié. Donc, oui, sauf que c'est la moitié des lits. Donc dans 50%, on doit faire tout le travail. Nous avons dû réduire la voilure dans d'autres secteurs de l'hôpital pour garantir le personnel médical et paramédical pour s'occuper de ces patients. Ce n'est pas le lit des patients. Le problème, c'est que tout dépend comment on regarde. Nous avons un plateau, mais nous avons un faux plateau, puisque le plateau a tendance à augmenter. Il y a 3 semaines, nous étions à 1500 patients en réanimation. Sur 3 semaines, oui. Sur ces derniers jours, non. Non, mais... tous les jours, ça a tendance à grimpouiller. Sur ces derniers jours, c'est stable et ça même... Mais ça se tasse. la tendance est quand même à la hausse. OK, c'est pas catastrophique, mais nous sommes à un niveau qui est trop en permanence. Dans certaines régions, oui, mais nationalement, c'est stable. Je vous rappelle qu'en décembre, nous avons eu tous l'air surpris. En réalité, il n'avait pas de quoi être surpris. Que l'épidémie, c'est comme un avion. Il faut qu'elle roule, qu'elle roule, qu'elle roule, qu'elle roule. Elle a du mal à décoller. Quand elle décolle, elle s'emballe. Ça, c'est la question. OK. Sauf que chaque fois que nous avons été confrontés à une épidémie comme celle-là, que ce soit en mars, avril ou maintenant, on démarrait de très peu de patients en réa. Aujourd'hui, si l'épidémie s'envolait, parce que nous sommes dans un plateau qui est un faux plat et qui monte, si l'épidémie s'emballait, nous n'avons plus la capacité de réserve pour faire face à une augmentation massive des besoins. Le tout est de savoir si elle va s'emballer. Non, je vous ramène à ce chiffre. Oui, bien sûr. Non, mais si je posais cette question, c'est parce que je trouve qu'évidemment, ce chiffre, selon
qu'on est alarmiste sur la suite ou pas, eh bien, on va l'habiller différemment. Le papier que le démographe, la tribune que le démographe Hervé Lebras a publié dans Le Monde et dont Baptiste Morin parlait, finalement, je peux vous la raconter façon verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Et bien pour vous, quel est-il ce verre ? Moi, je trouve qu'évidemment, le professeur a raison. Derrière chaque mort, il y a quelque chose de terrible. Mais enfin, quand vous reprenez les chiffres, les gens qui sont morts ont perdu en moyenne, parce que c'est pas seulement l'espérance de vie, ils ont perdu en moyenne très peu. C'est-à-dire qu'en gros, le Covid n'est pas plus discriminant que les autres maladies. Voilà, je vais résumer ce que vous dites avec un chiffre. La moyenne d'âge d'une personne parmi ces 80 000, la moyenne d'âge d'une personne qui a perdu la vie parmi ces 80 000, regardez ce chiffre, c'est 82 ans, l'âge moyen. Et l'âge médian, c'est 85 ans, c'est-à-dire qu'il y a autant de personnes plus jeunes que de personnes plus âgées qui sont mortes. Voilà. Donc, quand on dit 80 000, ce n'est pas un échantillon représentatif de la population française. C'était ça que je voulais dire. Et donc, moi, j'ai plutôt quand même envie de voir ce chiffre. C'est extrêmement triste, toute mort est triste, et je le reconnais. Mais il faut quand même remettre un peu tout cela en perspective. Et je trouve que ce que dit Hervé Lebras le remet très bien en perspective. J'ajoute que c'est la même chose que ce qui se passe pour... quand on vous dit, les vaccinosceptiques vous disent, alors, dans les EHPAD, il y a des gens qui ont été vaccinés et qui meurent. Et qui donc attribuent ces décès au vaccin. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on peut penser que ces gens seraient décédés de toute façon sans le vaccin. Tout ça pour dire que, effectivement, c'est à la fois dramatique d'avoir une surmortalité, que c'est une épreuve. Inédit, une épreuve, et puis que c'est inédit, effectivement, comme le disait Baptiste Morin depuis la Libération. Et je trouve que ça marque, mais en même temps, ne dramatisons pas. Écoutez-le, Hervé Lebras, propos recueillis par Anthony Kaczmarek. À partir du moment où les plus fragiles, vous l'avez vu, ne sont au fond, il n'y a pas de raison de les protéger plus qu'en temps normal, puisqu'il n'y a pas d'excès de mortalité par rapport au temps normal. Je pense qu'on n'a pas fait assez attention aux jeunes. C'était moins visible, sous prétexte que les jeunes décèdent peu par le Covid-19 et très peu, mais ils décèdent très peu de toute manière. Et donc, on leur a appliqué des règles qui sont dures. On a sans doute obéré l'avenir et on a plutôt tranché en faveur des personnes âgées. Bon, voilà aussi ce qu'il y a selon lui derrière ce chiffre. Oui, Robert. Oui, je vois poindre un discours qui consisterait à dire, au fond, c'est des vieux qui meurent. Alors qu'ils meurent un peu plus tôt ou un peu plus tard, honnêtement, quelle importance. Il me semble aussi qu'on s'était dit que la civilisation, l'humanisme, c'était de traiter tout le monde avec la même attention. J'ai lu le papier que vous m'avez envoyé de M. Lebras. J'entends un certain nombre de propos ici, je trouve ça un peu inquiétant. Je pense que, oui, la grandeur d'une civilisation et de nous, il y a des civilisations, je vous rappelle, dans des pays d'Afrique où les vieux, c'est un puits de richesse et il faut faire encore plus attention à eux qu'aux jeunes. Je pense qu'il y a là une espèce de discours que je trouve inquiétant. Ensuite, la deuxième remarque quand même, c'est que moi, je me retourne vers vous parce qu'on me dit, ça va, en gros, c'est pas catastrophique. Moi, à Béziers, dans ma ville, les taux d'incidence, ils ont dépassé 260. Pour la première fois aujourd'hui, on a reçu des malades dans des cliniques privées. Il y avait des lits ouverts dans les cliniques privées, mais ils n'avaient jamais été utilisés. Pour la première fois, j'ai eu un message du préfet ce matin, il me dit, pour la première fois, on a mis là. Est-ce que c'est une exception ? Je ne crois pas qu'à Béziers soit une exception dans le monde. Ou est-ce qu'on s'habitue aux choses ? Dernier point. Ça dépend des départements. Dernier point. L'épidémie est très variable selon la région. On fera un point tout à l'heure. Je voudrais reprendre le professeur. Vous savez, je suis suffisamment âgé pour me souvenir d'une époque où il y avait beaucoup plus de morts sur les routes qu'il n'y en a maintenant. Et on s'était habitué, vous savez, au fond, 300, 400... Enfin, vous vous rappelez... Il y en avait 16 000 au plus fort. Oui, maintenant, on en est à 4 000. 1972. Aujourd'hui, on est à 4 000. Voilà. Mais vous vous souvenez, c'était une hécatombe. Tous les week-ends, tu avais plusieurs centaines de morts tous les week-ends. Et au fond, on s'habituait à ça. Et moi, je trouve, outre le fait que les vieux, au fond, c'est pas si grave que ça, il y a peut-être cette idée que, au fond, 300, 400 morts, c'est pas tant que ça.
Quand ça doit vous toucher, moi, Dieu merci, ça ne m'a pas touché personnellement encore, tu ne dois pas le vivre de la même façon. Ce que dit... Il me semble qu'il faut faire attention à s'habituer aux mauvaises nouvelles. Alors Gérard. Ce que dit M. Ménard est absolument frappé au coin du bon sens. Moi, je déteste le débat que nous venons d'engager. Je le déteste parce que, en effet... Mais pardon, il n'y a pas de débat. Non. Le débat que nous venons d'engager, c'est-à-dire 80 000... Écoutez, soyons clairs, les gens qui nous regardent savent que nous sommes en train de dire 80 000, est-ce beaucoup ou pas, comparé à la guerre de 14-18, comparé à la grippe, comparé à ceci ou à cela. Parce qu'on a du mal à appréhender ce chiffre. Non, je vais vous dire, ne l'appréhendez pas. Ne l'appréhendez pas, David. Si vous voulez le conseil du psychanalyste, moi je suis devenu psychanalyste parce que j'ai effectivement la plus grande méfiance pour les chiffres qui sont aujourd'hui tellement célébrés que moi je ne connais que du 1 par 1. Chaque mort, effectivement, c'est une personne. Et ça veut dire quelque chose de précis. Ça veut dire qu'on ne doit pas anticiper d'un seul jour la mort de quiconque, qu'il ait 20 ans ou 80 ans. Et je vois bien à quoi ce débat. Je suis d'accord avec Sophie qu'il y a des tas de circonstances, parce que c'est un peu à ça que vous évoquez, des tas de circonstances où on fait dans la comparaison. Mais nous, citoyens, on ne doit pas être dans la comparaison. On doit considérer effectivement que et c'est très juste l'exemple, je suis sensible à l'exemple des accidents de voiture, parce que j'ai beaucoup milité, si j'ose dire, justement pour contribuer à réduire ce nombre de morts sur les routes. C'est très important de ne pas s'habituer tout d'un coup, et je l'ai lu, monsieur Lebras, c'est son métier, c'est passionnant, mais c'est vrai que quand vous avez terminé, vous dites, finalement, qu'est-ce que c'est que 6 mois pour un mec qui a 75 ou 80 ans ? Je ne veux pas m'habituer à ça. Et c'est très important de comprendre. Alors les gens me disent, oui, mais monsieur Miller, vous savez bien, par exemple, que dans la médecine de guerre, parfois, il faut choisir entre un blessé grave et un autre, un jeune homme de 20... Mais moi, je ne suis pas dans une médecine de guerre. Je suis un citoyen à un moment donné et je veux justement du cas par cas. Et je veux que ces 80 000... on sache que c'est une personne plus une personne et pas un jour de trop à vivre. Sophie. Néanmoins, je trouve que c'est jamais inintéressant de faire des comparaisons. Enfin, je veux dire, je ne trouve pas ça obscène. Je pense que dans la période historiquement extraordinaire, au sens propre du terme que nous vivons, on a tous besoin d'avoir... Comment dire ça ? Des points de repère. Des points de repère. Et que le point de repère n'est pas obscène. C'est juste une manière de comprendre ce que nous vivons exactement et d'être un peu plus armé vis-à-vis des discours des uns et des autres. Car vous le savez, Gérard Miller, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de discours pour tirer dans le sens de l'alarmisme ou pour tirer dans le sens, etc., etc. Et donc, moi, je préfère savoir... Enfin, le papier de M. Lebras, il m'a vraiment éclairé. Il ne m'a pas indigné. Il m'a, je crois, rendu un peu plus informé. Moi, je voudrais aller dans le sens de Gérard Miller. Vous savez pourquoi on en est là, Gérard ? Parce qu'on emploie des mots qu'on n'aurait pas dû employer en disant c'est une guerre. Bien sûr. C'est pas une guerre. On n'est pas en temps de guerre. Je veux dire, comparé avec 14-18 ou 45, ça n'a aucun sens. Non, mais pour se rendre compte de l'importance j'ai bien compris, du nombre de morts. Oui, voilà. J'ai bien compris. Mais ce que je veux dire, ça renvoie à ce débat. On a fait croire que c'était une guerre. Non, on n'est pas en guerre. Non, on peut éviter les bombes, vous ne les évitez pas quand elles vous tombent sur la gueule. Là, vous pouvez éviter, vous pouvez, grâce à des médecins comme vous, trouver des solutions. Et je pense, à force d'avoir employé un espèce de vocabulaire, vous savez, outrancier, aujourd'hui, on se dit, au fond, une guerre qui se traduit par 80 000 morts, il y a pire que ça. Non, on n'est pas en guerre, on est en temps de paix et on doit se comporter. Ça veut pas dire en temps de paix, c'est du jamais vu. Voilà, en temps de paix, c'est du jamais vu oui, depuis la grippe espagnole. C'est peut-être ça qu'il faut retenir. C'est le nombre de décès américains au Vietnam, par exemple. Je crois que c'est dans les 90 000 morts. Mais méfiez-vous, vous allez fâcher Robert. On ne peut pas le comparer. Professeur, on est en temps de paix. On n'est pas en temps de guerre. Il y a eu des journées en 14-18 où il y a eu 25 000 soldats tués dans une journée, au début, vous savez, au tout début de la guerre. Enfin, je ne vais pas comparer en disant, mais c'est rien, 25 000, par rapport à 25 000 soldats. On n'est pas là, on est en temps de paix, il n'y a jamais eu une hécatombe comme ça. C'est la vision utilitaire de la vie. Et que la vie qui n'est pas utile n'a pas de sens. Aujourd'hui, on le fait pour le vieux, on pourrait le faire pour un enfant handicapé, on pourrait le faire pour des victimes paralysées des accidents de la route, on pourrait le faire pour plein de situations. Pardonnez-moi, je suis un peu indignée par ce que vous dites, parce que il se trouve que, justement, les données démographiques prouvent juste
que le coronavirus que nous connaissons depuis un an n'est pas plus discriminant pour les personnes âgées. C'est-à-dire, vous connaissez les chiffres comme moi, en gros, c'est pareil. C'est une maladie qui est aussi meurtrière pour les populations âgées que n'importe quel autre virus, bactérie qui circule. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je n'ai entendu personne, avant mars dernier, et donc l'apparition de cette maladie inédite, s'indigner en disant « mais c'est horrible, dans les EHPAD, chaque année, il y a des gens qui meurent de la grippe ou qui meurent de la gastro-entérite ou que sais-je encore ». Non mais, pardonnez-moi. Je veux dire, dans le papier de Lebras, il dit quand même que l'espérance de vie, elle a diminué. Moi, je n'ai pas envie de vivre 6 mois de moins. Alors, il ne faut pas me dire, oui, c'est que 6 mois au fond. Tenez, vous vous battez tout le temps pour assurer des soins palliatifs, pour que les gens vivent un peu plus quelques semaines. Vous pourriez dire demain... Sophie termine sa phrase. Sophie termine sa phrase. Terminez votre phrase. Simplement, je pense que si on veut être vraiment... Enfin, si on ne veut pas faire simplement dans l'émotionnel, etc., il faut quand même dire que... Moi, j'ai été très étonnée par ces chiffres, que le coronavirus n'est pas plus meurtrier... discriminant pour les gens de plus de 75 ans que n'importe quelle autre affection. Oui, parce qu'on a regardé des chiffres, mais regardez les photos que vous avez passées tout à l'heure. Est-ce que chacune de ces personnes n'avait pas un sens, n'avait pas un rôle dans la société, n'apportait pas quelque chose. Tous les gens qui meurent chaque année en dehors de la surmortalité. Mais bien sûr. Et là, il meurt. Vous voyez bien, Sophie, mais est-ce que je peux... plutôt, c'est faux. Mais bien sûr, c'est ce que dit le papier de Lebras, c'est que l'espérance de vie, il dit, elle recule. Attendez, pardonnez-moi. Je pense que vos approches ne sont pas antagonistes, elles sont complémentaires. C'est-à-dire que l'homme, la femme que nous sommes, forcément réagit avec son cœur. Et un mort, c'est un mort de trop. Un mort, c'est une vie. Et la vie est précieuse. Elle est inaliénable. Et en même temps, quand on prend des décisions politiques ou des décisions sanitaires, on fait des arbitrages. Et pour faire des arbitrages, on a besoin de considérer aussi ces données. Voilà. David, est-ce que c'est deux niveaux d'approche différents. David, est-ce que vous ne voyez pas que actuellement, et c'est un mot que M. Ménard a utilisé, actuellement, on veut nous faire prendre des habitudes. Et de très mauvaises habitudes. Je ne sais pas, je ne crois pas. Mais je vais vous dire, on veut nous habituer. Quand je dis on, c'est pas. Oui. Voilà, c'est pas un complot, c'est la situation, c'est le bien-être général, c'est ce que vous voulez. Donc, mettez derrière le on, nous-mêmes, on veut qu'on s'habitue à porter des masques, qu'on s'habitue aux gestes barrières, qu'on s'habitue à être cloisonné dans la maison, qu'on s'habitue à ce que nos gamins. Ça oui. Mais oui, mais on veut. Écoutez, on veut. C'est pas la même chose. C'est pour la bonne cause. Mais pas du. La bonne cause, elle ne doit pas nous faire prendre de mauvaises habitudes. Une bonne cause. Mais c'est un autre débat, Gérard. Non, là actuellement, je voyais derrière ce débat que nous avons aujourd'hui qu'on veut nous donner aussi l'habitude de considérer certains chiffres avec ce mouvement des épaules que je connais. On est plutôt dans une société qui valorise la vie à l'extrême. Oui, très bien. Souvenons-nous simplement de ce qu'était la mort une société qui dans les années 40, 50, 60. Qui valorise la jeunesse avant toute autre valeur. Qui, et les premiers de cordée. Dire que si ça, c'est des ça, vieux, ça, c'est autre chose, c'est vrai. 6 mois de moins, qu'est-ce que vous allez nous emmerder si un type de 80 ou une dame de 82 ans meurt 6 mois avant? Moi, je n'ai pas envie de ça. Non, voilà. Mais la société non plus, elle a agi en conséquence. On a arrêté l'économie, on a arrêté la société pour sauver la vie de personnes qui ont en moyenne 82 ans. J'ai applaudi Macron quand il a dit la vie des gens et la santé des gens, elle passe avant l'économie. Et j'applaudis et j'applaudirai chaque fois qu'on me dira ça. C'est quand même ce qui s'est dégagé de cette année. Alors, oui, ben, il change, mais le vaccin. Il y a quand même un concept de mort évitable. Et un certain nombre de ces décès, que ce soit dans les EHPAD, que ce soit partout, on pourrait considérer qu'ils étaient évitables si nous avions été beaucoup plus rigoureux dans le respect des règles de prévention, si nous avions déjà vacciné davantage de personnes. Vous me direz, c'est si, mais il y a un certain nombre de ces morts qui sont évitables. Bien. La nouvelle donne de la vaccination. D'abord, un rappel. Dans un peu plus d'une demi-heure, cet invité exceptionnel, le patron de Sanofi France. Il n'a pas beaucoup parlé, on n'a pas beaucoup entendu. Il fait face à un flot, évidemment, de critiques, voire de sarcasme, puisque Sanofi accuse un retard d'au moins 6 mois par rapport à ses grands concurrents. Le vaccin ne sera pas délivré, au mieux, avant le mois de décembre. En France ou à l'étranger? Parce que c'est lui qui avait eu les propos, là. C'est lui, là.
Je ne crois pas que ce soit lui, je crois que c'était le Poletti. PDG, voilà, Enfin, le PDG groupe, international. Le groupe, c'était d'abord Enfin, en les tout cas, États-Unis. on a 1000 questions à lui poser. Voilà pour le J'ai eu rendez-vous. peur quand vous avez dit accuse un grand retard. Je croyais que c'était dans le fait de verser les dividendes. Mais vous m'avez rassuré, c'est pas dans le Et il fait sera de verser question les aussi des dividendes. dividendes, Vous avez vu, évidemment, c'est- avec lui. Mais d'abord, la Honnêtement, c'est nouvelle peut-être donne. de la morale à 4 sous, mais enfin, Bon. sur ce terrain-là, bravo. Hein. La nouvelle donne de la vaccination. Ça avait très mal démarré, ça avait beaucoup cafouillé. Aujourd'hui, Olivier Véran affirme que la France dépasse l'Allemagne. A-t-il raison? Sommes-nous désormais sur la bonne dynamique? Nous allons d'abord, avant d'engager le débat, démêler le vrai du faux. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, la France est désormais à un haut niveau de vaccination, avant de voir précisément les déclarations d'Olivier Véran. Nous sommes désormais à un haut niveau de vaccination quotidien. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, c'est vrai. 137 021 injections pour la journée d'hier, dont environ 67 000 premières doses et 70 000 deuxième doses. Ça fait maintenant 3 semaines, vous le voyez, que nous sommes à peu près sur ce rythme chaque jour. Et si l'on intègre les creux formés par les week-ends où l'on vaccine moins, on est sur un rythme de 80-90 à 100 000 injections par jour. On est sur un rythme élevé, c'est une donnée de fait. Deuxième affirmation, donc on est en train où on a désormais dépassé l'Allemagne dans ce rythme de vaccination. Alors c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, ça dépend de quoi vous parlez, David. Je vous propose d'écouter Olivier Véran. Le rythme de la vaccination sur les primo-injections, c'est-à-dire la première dose reçue, la France était passée devant l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie. La France a pris un rythme de vaccination très élevé, très soutenu. Eh bien, en effet, pour les premières doses, c'est vrai. Exemple, nombre de premières injections hier en France, vous le voyez ici en bleu, plus de 66 500. Et en Allemagne, 56 300. Comme d'ailleurs lundi et comme la semaine dernière, vous le voyez aux couleurs sur ce graphique, nous étions devant l'Allemagne, au-dessus, tous les jours, sauf évidemment le week-end, parce que je vous le disais, on vaccine moins le samedi et le dimanche. Voilà, en rouge, c'est l'Allemagne, en bleu, c'est la France. Exactement. Et si on compare d'ailleurs les chiffres de lundi, nous étions environ à 40 000, un peu au-dessus de 40 000, très proche de l'Allemagne. En revanche, l'Italie et l'Espagne, vous le voyez, étaient en dessous de nous. 26 085 premières injections lundi pour l'Italie, environ 10 000 pour l'Espagne. Si on regarde maintenant le nombre de doses, première ou deuxième dose, injectées chaque jour, nous sommes en France, en moyenne sur les 7 derniers Sa jours. première ou seconde dose confondue? Absolument. Quand on parle juste du nombre de doses, toutes doses confondues, chaque jour, on est en France en moyenne à 87 000 injections sur les 7 derniers jours. C'est une moyenne, je le rappelle. C'est moins qu'en Allemagne, qui était à 113 000 par jour en moyenne environ, et plus en revanche que l'Italie, qui est au-dessus de 80 000, et l'Espagne, au-dessus de 70 000. Donc il a bien choisi son indicateur, Olivier Véran. Pour le nombre de premières doses, oui, on en fait plus que l'Allemagne désormais chaque jour. Et sur l'ensemble des doses qu'on injecte, on en fait moins que l'Allemagne chaque jour. Mais à propos de ce rythme élevé, Christian Jacob, lui, dit qu'on est toujours à la traîne. Alors c'est vrai ou c'est faux? Le bilan depuis un mois et demi. Effectivement, Christian Jacob considère que la France est plutôt bonne dernière. Écoutez-le. Si vous prenez les Français qui ont été vaccinés, qui ont eu une première dose de vaccin, on est le 21e pays sur 27. Si vous prenez ceux qui ont eu 2 doses de vaccin, on est le 26e pays sur 27. Donc on peut nous expliquer que tout va bien, mais enfin, on est quand même les derniers partout. Et on a raté à chaque fois. Alors, les derniers, pas tout à fait, c'est plutôt faux, mais effectivement, ce qui est vrai, c'est que la France est plutôt en fin de peloton. Quand on regarde le nombre total de doses injectées, nous sommes à 2,3 millions. Là encore, nous sommes derrière l'Allemagne, 3,5 millions. Et c'est aussi moins que l'Italie, 2,7. En revanche, nous sommes au-dessus de l'Espagne, 2,1 millions de doses injectées. Donc oui, il y a bel et bien une accélération, mais la France n'a pas rattrapé son retard, le retard qu'elle a accumulé au début de la campagne de vaccination. Et d'ailleurs, quand on regarde la part de la population qui a reçu au moins une dose de vaccin dans les pays de l'Union européenne, et effectivement, Christian Jacob dit plutôt vrai, la France est loin du trio de tête, elle est 15e. Il manque des pays parce que, évidemment, ils sont 27 et c'est dense. Mais pour y voir plus clair, on vous a mis ces quelques exemples. La France est 15e derrière le Danemark, la Grèce, la Suède, la Belgique, le Portugal ou encore l'Espagne, entre autres. Voilà, donc on résume à gros traits. Dans le rythme quotidien désormais, on est bon, on est dans le rythme, et même au-dessus de l'Allemagne pour les premières doses. Mais si on fait le bilan depuis la campagne de vaccination, comme on est parti très lentement,
on n'a pas encore rattrapé le retard. Troisième affirmation. Aujourd'hui, près d'une personne âgée sur 2 a reçu au moins une dose de vaccin. C'est vrai ou c'est faux en France ? C'est faux, mais ça progresse. On en est quand même tout de même assez loin. 19% des 75 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin. Vous voyez qu'on est encore assez loin de la moitié. En revanche, dans les EHPAD, qui sont, je le rappelle, la cible prioritaire de la vaccination, cette proportion de personnes qui a reçu au moins une dose de vaccin dépasse largement la moitié. Écoutez Gabriel Attal. Dimanche soir, nous avions déjà vacciné avec une première injection 65% des résidents des EHPAD, ce qui correspond à 80% de la cible que nous nous sommes fixés, puisque nous nous sommes fixés une cible de 80% de résidents des EHPAD vaccinés. Quatrième affirmation. On continue à rattraper notre retard parce qu'on n'a pas de problème de stock. On dispose d'un stock d'1 million de doses environ. Donc ça va continuer, ce rythme quotidien va même pouvoir s'accentuer. C'est vrai ou c'est faux ? Eh bien c'est vrai, on a même en fait un stock un peu supérieur à 1 million. À ce jour, nous avons reçu depuis le début 3,8 millions de doses. Nous en avons utilisé, je vous le disais, 2,3 millions, dont 1,9 pour des premières doses et un peu plus de 366 000 pour des deuxièmes doses. Ça veut dire qu'il nous en reste à peu près 1,5 million pour ce qui, autrement dit, veut dire qu'on a suffisamment de doses pour faire la deuxième injection à toutes les personnes qui ont déjà reçu leur première injection. Donc oui, la France peut voir venir, surtout compte tenu des livraisons qu'elle attend encore, livraisons de doses. Et c'est d'ailleurs ce qui permet au gouvernement de revoir à la hausse son objectif de vaccination pour la fin du mois de février. Entre 3,5 et 4 millions de Français devraient avoir reçu leur première dose, selon le ministre de la Santé, contre un objectif précédent à 2,4 millions. Dernier point, à ce rythme-là, l'objectif de vacciner toute la population adulte à la fin du mois d'août, comme l'avait dit Emmanuel Macron, c'est tenable. C'est vrai ou c'est faux ? Eh bien, c'est plutôt faux, parce que pour pouvoir tenir cet objectif, il faudrait faire presque 500 000 injections par jour ouvré. Là, comme je vous l'expliquais, on est plus à 140 000. Donc, même si ça s'accélère, il faudra encore multiplier par 3 ce rythme pour pouvoir tenir cet objectif. Merci Fanny. Je résume à grands traits. Oui, on accélère tous les jours. On est sur un bon rythme quotidien. On n'a pas encore rattrapé le retard accumulé les 3 premières semaines parce qu'on avait vraiment mal démarré. On n'a pas de problème de pénurie pour les prochaines semaines. Mais en revanche, il faudra continuer cette accélération, l'accentuer, notamment en avril, en mai, pour pouvoir tenir l'objectif. Autrement dit, il y a bien une nouvelle donne. Est-ce qu'on tient le bon bout, Enrique Casalino ? Si on fait le lien avec notre discussion de tout à l'heure, plus on vaccinera, plus vite on vaccinera, moins de décès nous aurons. Ça, d'accord. Mais est-ce que là-dessus, on tient le bon bout ? À ce rythme-là, à 100 000 ou 130 000 par jour, en ne vaccinant pas le samedi et le dimanche, vous avez vu qu'on s'effondre et que l'Allemagne ne s'effondre pas le samedi et le dimanche, quand même, on mettra un an et demi à vacciner 80% de notre population. Non, mais ça accélère. Oui, mais moi, il y a doutes. quelque chose qui me chiffonne. Je vais apparaître pour un grincheux. Croyez-moi que je ne le suis pas. L'objectif est de vacciner un maximum. Pourquoi nous avons des stocks de doses ? Il faut Parce pas que qu'il c'est y ait des deuxièmes doses et qu'on attend les... Non. On veut être là 3 semaines après la première dose pour les donner. Il y a un principe industriel, il ne faut pas qu'il y ait de stock, parce que justement, c'est ce qui va faire que les gens qui s'occupent de la logistique coupent les cheveux en 4 et ils aillent chercher plus de matériel pour continuer à travailler. Nous nous contentons, je trouve, d'une certaine... Nonchalance. Voilà. Non. On n'est pas à bloc. Je vous rappelle quand même que nous sommes en train d'enterrer 400 personnes, 350 personnes par jour de la Covid, que la perspective au rythme actuel, c'est que ça continue et que ça se dégrade et que ça augmente, et qu'on puisse faire en 2021 plus de décès qu'en 2020. Donc, il est incontestable que nous devons tout faire, mais de mauvaise foi, pour réussir à vacciner le maximum de personnes, en tout cas au moins 80% des personnes fragiles, si ce n'est pas plus, avant la fin de l'hiver, et que le reste de la population soit vaccinée avant septembre. Nous devons être hargneux, méchants, égoïstes, parce que l'objectif derrière, c'est pas que de vacciner l'hémisphère nord. L'objectif est de vacciner la planète. Il y a quand même 7 milliards de personnes à vacciner. Il faut augmenter la production industrielle, il faut
augmenter les circuits de logistique et vacciner, parce que sinon le virus qui est en train de circuler actuellement essentiellement dans l'hémisphère nord, pendant la période d'été ici et d'hiver dans l'hémisphère sud, il va circuler à mort, il va muter et il va revenir l'année suivante. On attend de très grands renforts de production de vaccins à partir de juin, juillet, avec de nouveaux labos, Johnson & Johnson, avec d'autres encore, et puis avec Sanofi à la fin de l'année. Mais simplement, le gouvernement, lui, dit, on est dans le plan de vol. L'accélération, ce sera quand on recevra en masse AstraZeneca, et là, on vaccinera toute la population de moins de 60 ans, et on tiendra encore nos objectifs. Je l'espère. Moi, je reviens sur mon expérience de maire. On nous a fait mettre en place, vous savez, des centres de vaccination. Dans le centre de vaccination qu'on a mis en place, aux frais des contribuables, on peut vacciner à peu près 5000 personnes par semaine. On n'en a jamais vacciné plus de 900 parce qu'on n'avait pas les doses. Maintenant, on a des doses qu'on utilise, vous savez, pour la deuxième vaccination. Mais moi, je me fais assaillir. Vous ne savez pas ce que c'est en ce moment, le nombre de gens qui t'appellent en te disant peut-être que, comme je connais le maire, il va arriver, vous savez, à me faire avoir le rendez-vous qu'on n'a pas. C'est ça le quotidien des gens. Aujourd'hui, les gens, moi, ils m'abordent dans la rue en me disant vous nous avez expliqué, comme si c'était, oui, moi, mais enfin, en l'occurrence, c'est moi, vous nous avez tous expliqué qu'il fallait se faire vacciner. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas les vaccins? Qu'est-ce qui se passe? Et après, toute une machinerie se met en place de pression pour pouvoir passer avant les autres. Alors moi, je veux bien qu'on me dise un certain nombre de choses. Il y a 6 mois... Il n'y a pas une nouvelle donne quand même, là? Oui, attends, je ne sais pas. Non, attendez, je ne sais pas. Vous n'êtes pas convaincu non plus? Il y a 6 mois qu'on nous a dit que la vaccination était la réponse. Il y a 6 mois. J'ai le sentiment qu'en termes de logistique, d'organisation, il y a quelque chose qui n'a pas été bien organisé. Mais là, on est au même rythme que nos voisins. Très bien, mais avec les retards qu'il y a. Avec les retards des 3 premières semaines qui ont été calamiteuses. Avec les retards qu'il y a. Mais la médiocrité collective n'est pas une excuse individuelle. C'est-à-dire une Que excuse les Allemands pour ne qui? fassent pas mieux que nous. Ah oui, d'accord. Je suis désolé. Ce n'est pas forcément un élément qui me rassure. Surtout qu'on peut prendre d'autres éléments de comparaison. Mais si tu prends avec Israël, tu vois ce que c'est un pays qui a réussi les vaccinations. Ou même la Grande-Bretagne. David, il n'y a pas de doute, Gérard. s'il faut répondre à votre question, qu'il y a une nouvelle donne. On était tous ensemble sur ce plateau il n'y a pas si longtemps à se gausser qu'il y juste ait titre. 20 ou 30 ou 50 vaccinés. Bon, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, on est, Dieu merci, sur des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Bon, donc il y a une nouvelle donne. En même temps, ce que M. Ménard entend comme maire, nous tous, nous l'entendons, de gens dont le rendez-vous a été annulé, de gens qui n'arrivent pas à savoir où s'adresser. Donc il y a évidemment un émoi dans la population qui ne tient pas compte du fait que c'est mieux. Et c'est vrai qu'on peut toujours dire c'est à la fin, en juin, que nous ferons le bilan général et peut-être qu'on sera plus haut. Actuellement, c'est vrai que... Et d'ailleurs, c'est une bonne chose. Il y a une impatience non seulement des soignants de soigner, et quand tu es vacciné, tu dis que tu ne vas pas mourir tout de suite. Mais aussi des gens d'être vaccinés. Te dit pourquoi pas tout de suite. Non, mais on est dans le plan de vol. On est dans le plan de vol. On peut dire ça comme ça. Vous avez des doutes aussi, Sophie? Ah oui, parce que... enfin, plusieurs choses. Moi, qu'on ne vaccine pas le dimanche est quelque chose que j'ai noté depuis assez longtemps et qui me laisse mais absolument sans voix. C'est quand même très étrange. Ça ne paraît pas impossible puisque d'autres pays le font très, très bien. Donc, encore une fois, c'est une course contre la montre. On nous explique qu'en termes sanitaires, en termes économiques, en termes socio-psychologiques, chaque jour compte. On nous le dit sur tous les modes. Chaque jour compte. Sauf le dimanche. Le dimanche, il ne compte pas. Ah non, mais c'est absolument extravagant. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, c'est quand même que sur effectivement le côté un peu, comment dirais-je, procrastinateur de l'administration française, on ne peut pas dire quand même qu'on soit revenu au top. Il y a aujourd'hui un papier dans le Canard enchaîné qui est extrêmement instructif sur les ratés de la vaccination et notamment sur le fait qu'à mi-décembre, on s'est aperçu à Matignon et au ministère de la Santé, qu'on ne savait pas, il n'y avait pas du tout les moyens, contrairement à ce qu'on avait dit, de transporter des vaccins qui doivent rester à des températures très basses. Donc, deuxième chose. Troisième chose, j'ai appris toujours dans la lecture de ce papier que le fameux label pour avoir alors c'est des essais thérapeutiques sur aussi des traitements et pas seulement des vaccins. Eh bien, il a été, finalement, ce label, il a été attribué quand ? En décembre dernier.
pas comme si on venait de découvrir le coronavirus. Et enfin, je trouve que cette manière de faire la course avec l'Allemagne en termes de communication est absolument désastreuse de la part du ministre de la Santé. Mais c'est parce qu'au début, on lui a beaucoup dit, ben regardez comment on est ridicule par rapport à nos voisins allemands. On n'est pas dans une cour de récré en train de faire la course. Non, mais c'est nous, vroom, journalistes, avec qui avons l'Allemagne. comparer les deux situations. Mais Donc il est logique que lui, au moment où ça s'arrange, il vienne dire Mais bon. il se prévaut de ses propres turpitudes, pardon, David. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il prend comme chiffre? Celui de la première dose. Ben, c'est sûr Ça, que, c'est si, vrai. c'est Ça, sûr c'est que vrai. si on est en retard, on va faire plus de première dose et moins de deuxième dose. Donc, pardonnez-moi, Bien sûr, mais la ouais. communication, de temps en temps, tangente avec la malhonnêteté intellectuelle. Bon, et j'en viens à l'épidémie, puisque vous vouliez tous aborder le sujet, que moi j'ai une vraie curiosité à vous entendre là aussi, professeur Casalino, parce qu'il y a toujours ce débat entre ceux qui disent on a bien fait de ne pas reconfiner, regardez la situation épidémique, elle ne s'est absolument pas emballée depuis 15 jours comme tout le monde l'annonçait, et le gouvernement, de ce point de vue, est de plus en plus optimiste. Je vous propose d'écouter Gabriel Attal, son porte-parole, tout à l'heure à la sortie du Conseil de défense. Depuis 2 semaines, nous sommes toujours sur le même plateau haut, même si il apparaît légèrement déclinant depuis une semaine. Il faut évidemment rester extrêmement prudent, la situation reste fragile. Il existe bien un chemin pour éviter le reconfinement. Ce chemin n'est pas large, mais il existe, et nous aurions tort de ne pas tout mettre en œuvre pour y parvenir. Et Jean Castex lui-même, tout à l'heure à Mantes-la-Ville, a enfoncé un peu plus le clou. Écoutez le Premier ministre. Nous avons devant nous différentes hypothèses, y compris celles que nous n'avons pas exclues d'un nouveau confinement, mais à ce jour, l'équilibre entre ces différents paramètres nous conduit à être très vigilants, mais à continuer sur la ligne qui est la nôtre aujourd'hui. Voilà, le gouvernement de plus en plus optimiste. Et je vous montre une carte, Enrique, la carte qui montre département par département si on est dans une phase de progression du nombre de cas ou bien de régression du nombre de cas. Jaune, c'est neutre. Vert, ça régresse. Orange, ça progresse un peu. Rouge, ça progresse beaucoup. Ben regardez, il y a, on n'a pas compté, mais enfin, il y a 3/4 des départements en France où le nombre de contaminations régresse chaque semaine. Donc on n'est pas seulement cette plus... Cette carte est tellement vraie que moi, les chiffres que j'ai du matin, c'est le contraire de ça. Alors voyons, pourquoi Mais Attendez, non, parce que je vois regardons votre département. Mais oui, je regarde l'Hérault, je vois que ça diminue et je viens de vous dire que ça augmente en ce moment. Mais c'est le À problème de la Béziers, granularité. à Béziers, peut-être pas ailleurs Bien dans sûr, l'Hérault. parce que D'accord, mais enfin... à l'échelle d'un département, on gomme les différences entre la ville. Attendez. Le nombre d'hospitalisations, C'est le Covid nombre Tracker. d'hospitalisations C'est Covid Tracker. en mais- réanimation et le nombre, le taux d'incidence. Là, Tout c'est les est en contaminations. augmentation. C'est Covid Tracker. Bon, ils sont connus pour leur rigueur. Non, mais c'est Ah, mais j'ai pas rigoureux. dit que c'était Mais la faux. moyenne, tout dépend de la granularité. Si on prend une ville, La granularité. on sait que dans les villes, le virus circule plus que dans les campagnes. Donc, dans les villes, on peut avoir une augmentation, mais comme on va faire une moyenne pour tout le département, ce qu'on observe dans la ville va être équilibré par la stabilité ou la réduction dans les campagnes qui est plus importante. Enfin, Donc, globalement, ça baisse. c'est pour ça que la semaine dernière, on montrait des cartes qu'à l'échelle des régions, finalement, il n'y avait pas tellement de différence. Parce que tout dépend comment on calcule. Moi, ce qui Non, mais me- là, c'est quand même une indication forte. mais moi, ce qui me paraît important, c'est qu'il y a 3 indicateurs qu'on analyse depuis le début. Le nombre de cas par jour, C'est cette carte. ok. Enfin, c'est l'évolution avec du les nombre de taux cas par d'incidence. jour, positif ou négatif. Le deuxième, c'est le taux de saturation du système de santé, en sachant que plus il est haut, moins nous avons de marge de manœuvre pour faire face à une situation qui serait inquiétante. Dans le premier, nous sommes dans un plateau avec une tendance d'une certaine stabilité et des régions, des villes ou des endroits très précis où la fréquence peut augmenter. La vision intéressante, c'est de se dire que depuis qu'on a dit que chacun est responsable, que tout le monde doit faire attention, peut-être les personnes font un peu plus attention et le virus se transmet un peu moins. C'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que quand chacun d'entre nous s'approprie et devient un acteur de prévention, ça marche. Et ça, il faut insister dans ce discours. Le deuxième, c'est que notre système de santé est très saturé. Et le troisième, c'est que nous avons énormément de morts. Professeur Casalino, la question... Je ne défends pas qu'on confine, parce que pour moi, nous sommes confinés. Je ne peux pas vous inviter au restaurant,
Non, mais c'est pas un confinement. Non, mais Vos excusez-moi, collègues qui réclamaient David, un confinement, à ils réclamaient 18 autre chose. Ils Non, mais réclamaient à qu'on 18 qu'on on ne peut sorte aller nulle plus le part. week-end. Et le vrai confinement, il est dans notre tête. Est-ce que vous avez regardé cet après-midi s'il y avait beaucoup de monde à Paris? Est-ce que vous avez regardé si le dimanche, il y avait beaucoup de monde dans les marchés? Non. Les gens sont confinés dans leur tête. On sort peu. On fait des sorties très ponctuelles. Oui. Les gens qui étaient habitués à sortir tous les jours, faire leurs courses, par exemple, maintenant, ils le font 2 fois par semaine, parce que comme ça, Bon, ils bah, raison de plus pour On ne peut pas dire que c'est une reconfiner. discipline. Mais bien sûr, On peut nous prendre ça sommes confinés. positivement. C'est simplement une question de quel est le niveau, parce que nous sommes confinés, à quel Attendez, seuil attendez. on augmente ou pas le Attendez, niveau de rigueur et on d'exigence. tourne un peu autour du pot. Une majorité encore de scientifiques ou de professeurs de médecine disent attention, il y a 2 épidémies en France. C'est ce que nous disait le professeur Arnaud Fontanet ici hier. Il y a l'épidémie du virus 2020, le traditionnel, et celle-là, elle est en forte baisse, grâce au couvre-feu généralisé à 18h notamment et aux autres mesures. Et puis il y a l'épidémie du variant anglais qui progresse. Et tout d'un coup, quand elle aura progressé, elle va exploser et elle va tout emporter sur son passage. Est-ce que pour vous, c'est l'hypothèse la plus probable aujourd'hui encore, alors que ça fait 15 jours qu'on nous annonce ça et que pour l'instant, on ne voit pas ça arriver? Parce que même les variants, si nous sommes très rigoureux et nous respectons les règles barrières et les règles de distanciation, il sera contrôlé. Il sera même contrôlé. le variant. Donc vous faites partie de ceux qui disent on peut s'en sortir sans reconfinement. Moi, ce que je crains, et là je partage l'analyse, par exemple, qui a été faite à l'assistance publique par notre directeur de crise, c'est que la situation est à un tel niveau où nous n'avons pas de marge de manœuvre. Nous sommes sur une autoroute où nous roulons vite et il va falloir dépasser des voitures. Je fais la caricature. Vous pouvez mettre le pied sur la pédale et votre voiture ne va pas accélérer. Nous sommes là. Or, il va falloir dépasser quelqu'un. Le problème, c'est que nous n'avons pas cette capacité à accélérer. Nous n'avons plus la capacité à remobiliser des moyens. Mais le pari du gouvernement, c'est que si nous sommes responsables et attentifs, nous n'aurons pas à le faire. Et je n'espère... Il se base par exemple sur la situation aux États-Unis où il n'y a pas de confinement et où le nombre de contaminations a été divisé par 2 en 3 semaines. Il n'y a pas de confinement, mais je reviens. Ils sont confinés aussi. Non, mais il y a les des Américains. mesures de restriction. Cette règle de David, je penser veux que le soutenir- confinement, c'est stop and go, Exactement. ce n'est pas vrai. Je veux soutenir ce que dit le professeur. J'aime bien son geste, où le geste, il dit, voilà, nous sommes confinés, c'est pas possible de ne pas considérer que le fait de rentrer à 18h, de ne pas pouvoir aller au restaurant, c'est pas possible. Non, mais je vous Gérard, on assure, joue sur David, les mots. On et joue sur les mots. C'est vous, je vous assure, c'est vous, journalistes, qui souvent, et nous, évidemment éditorialistes, je me mets dans le sac, qui évidemment sommes satisfaits qu'il n'y ait pas le confinement 24 heures sur 24. C'est parce que tout le monde le réclamait il y a 15 jours. Mais non, jours. mais c'est... Habituons-nous à dire que nous sommes actuellement déjà déconfinés, que nous sommes déjà dans une situation insupportable. Mais je vous assure, vous croyez que ça n'a pas d'incidence sur la façon dont on Mais vit je une ne dis pas le crise, contraire. Je de dis que nommer la les majorité des scientifiques et des professeurs de médecine voulaient qu'on aille beaucoup plus D'accord, loin dans alors le quand on confinement. a reçu 10 coups Et que sur la tête, pour on peut l'instant- encore recevoir un 11e coup, n'empêche qu'on en a reçu 10. Et moi, je suis actuellement pour qu'on cesse de nous dire « Attention, il y a le pire qui pourrait arriver Eh Nous ben, on sommes se déjà dans retrouve. une... On se retrouve. Alors, on est d'accord. mais D'accord, mais- C'est difficile de dire les deux à la fois. Enfin, pardonnez-moi, Gérard, mais il me semble difficile de dire à la fois que finalement, entre le confinement et ce qu'on vit, c'est en gros la même chose. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Et en même temps, ce qui est mon cas, trouver de plus en plus problématique qu'un certain nombre de médecins passent leur temps à nous expliquer qu'il faut tous nous boucler. Je trouve que s'ils demandent avec autant de, comment dirais-je, d'énergie, jour après jour, qu'on soit tous bouclés chez nous, comme on l'était au printemps dernier, c'est que nous ne le sommes pas encore. Sinon, ils ne réagiraient pas avec, comment vous dire, avec cette fougue, cette demande terrible. Ouais. Ça C'est ne veut le pas dire geste qu'on- du bien sûr. professeur, c'est ça, Mais- boucler encore plus. Oui. Mais nous sommes bouclés. Mais, Gérard, il y a des questions de degré qui sont importantes et pas seulement Mais des bien questions sûr de que c'est nature. important. Pour aller Robert, bien sûr. dans Robert. le même sens que le professeur et M. Miner, oui, on peut encore avoir un tour de vis, mais moi, le sentiment que j'ai, le constat que je fais, c'est que si on est moins confiné, mais confiné quand même, qu'on l'a été au printemps, le degré d'acceptation diminue. Je pense, vous êtes psychanalyste, je pense que vous allez avoir des patients.
parce que le nombre de gens qui dépriment, vous avez vu le nombre de gens qui ne supportent plus la situation, Oui, et je me demande, David, combien de temps ça peut durer. Robert, la question que je posais, c'est le gouvernement, Emmanuel Macron, est-il en train de gagner son pari quand il a dit, contre la majorité des scientifiques et des professeurs de médecine, il y a 15 jours, non, il y a un peu plus de 15 jours, non, nous n'allons pas confiner davantage. Le non qu'il a prononcé à ça, c'est quelque chose où, un, il a eu raison, et deux, ce sera politiquement retenu pour lui maintenant. Reste, parce que c'est pas là-dessus qu'on va le juger. On va le juger sur les vaccinations, parce que c'était quand même ça, l'alpha et l'oméga, et sur les vaccinations, avec, vous savez, tout le tripouteillage auquel on a assisté tout à l'heure dans les chiffres et tout, on peut pas dire qu'on va vacciner, comme il l'a dit, 80% des gens à l'été, c'est pas vrai, il n'y arrivera pas. Le pari gagnant du gouvernement, je suis désolé, c'est trop tôt. À 20 000 cas par jour, nous sommes à 350-400 décès par jour, et nous savons 70% de nos lits occupés par des patients Covid. Et si il y avait le moindre craquage, la moindre difficulté, nous ne pourrons pas faire face. Oui, mais le pari, Donc, pour reprendre vos mots, Enrique, le pari, c'est qu'il ne va pas y avoir ce craquage. Oui, mais le pari dépend du niveau de tolérance de la population. Aujourd'hui, nous nous sommes habités à 400. Quel est le chiffre qui fera que l'opinion publique bascule? Nous nous sommes habitués à 20 000, des journées à 14 000 ou 18 000 et des journées à 23 ou 24. Quel est le chiffre qui fera que la population se dise « Ah non !» Les pays... Plus de morts si la population se dit « Ah non », elle dit quoi? Elle se dit « Ah non », donc quoi? La population, c'est surprenant, mais 55% de la population dans les enquêtes est d'accord pour renforcer le confinement. Mais parce que tout le monde leur a dit ça va être terrible. Mais parce qu'on leur a dit qu'il allait y avoir des tombereaux. C'est parce que ça va s'emballer. Parce que beaucoup de personnes ont des personnes âgées, des proches qui ont des pathologies chroniques. Et vous voyez les photos des personnes que vous nous avez montrées en commençant l'émission, ils étaient jeunes. Et ils sont morts pendant le confinement. Et ils sont morts de la Covid. Pendant le confinement, pour pas mal de temps. Mais parce que le virus Donc circule. Le confinement n'est pas... Non, le confinement... La recette magique. Non, le confinement, c'est ce que nous avons. Le fait d'éviter les contacts sociaux, que personne ne sorte dans la rue sous aucun prétexte, ça bloque la transmission de la maladie. Ça bloque Il n'y a tout plus le de reste moyen aussi, de se contaminer. Mais ça bloque tout le reste. C'est un sacrifice collectif. Je ne défends pas d'en arriver là. Ce que je dis, c'est que tout va dépendre du niveau de tolérance. Et tout va notre dépendre du niveau variant. de tolérance va Tout changer. dépendre du variant. C'est parce que si quelqu'un qui m'est proche, quelqu'un que je connais, de 60 ou 70, parce qu'il y a des morts de 50, de 60 et de 70. Il y a des séjours en réa des gens de 40 ans. Ils ne meurent pas, mais ils font 3 ou 4 semaines en réanimation. Bon. C'est une épreuve colossale. Mais je répète, le jour que vous êtes confronté dans votre chair à ces situations-là, on regarde les choses différemment, croyez-moi. Mais le pari, je le répète, d'Emmanuel Macron, c'était que, au vu de ce qui se passait autour de nous, c'était que l'épidémie était en train de se tasser. Pour répondre, pour l'instant, il est parfaitement gagnant. Pour l'instant, il me semble gagnant, et notamment quand on voit cette carte, et c'est ce qui explique peut-être l'optimisme. Mais, encore une fois, beaucoup de médecins, beaucoup de professeurs disent attention, ce variant va exploser quand il deviendra majoritaire. Donc là, il est encore trop tôt pour trancher. Et en même temps, ce que dit le professeur, il a raison, parce que dans nos têtes, on se dit 300 ou 400 morts, c'est normal. On accepte ce compromis. Voilà, on accepte ce compromis. Mais à tort ou à raison. C'est ça. Je voudrais prendre quelques minutes avant d'accueillir dans quelques instants Olivier Bogillot, le patron de Sanofi France. Encore une fois, rendez-vous très attendu parce qu'on a énormément de questions à lui poser. Vous avez entendu l'ambiance générale autour de Sanofi. Ce serait le symbole du déclin industriel français parce que Sanofi n'a pas réussi à trouver le vaccin aussi vite que ses principaux concurrents. On verra ce qu'il nous répondra. Mais juste avant, je voulais vous entendre d'un mot, parce que c'est un débat important et on en a pas mal discuté ici, sur la problématique du consentement et l'arbitrage qui a été décidé par le gouvernement et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti en particulier, de dire c'est la fin de l'interrogation sur le confinement pour les mineurs en dessous de 15 ans. Pour bien vous faire comprendre, du consentement, pardon, je dis le confinement, tout se mélange, du consentement pour les moins de 15 ans. Pour bien vous faire comprendre, on va revenir sur un drame de 2009. Et vous allez comprendre l'enjeu de cette décision du gouvernement. En 2009, une fillette de 11 ans, à Champs-sur-Marne,
est violée, abusée par son voisin de 28 ans. Et puis, il y a le procès. Et au procès, les juges, parce que c'est la loi, s'interrogent sur le fait de savoir si cette fillette était consentante avec son voisin de 28 ans. 11 ans, 28 ans. Et il se trouve que le non-consentement de la fillette n'a pas été démontré. Tout démontre qu'elle n'a pas été contrainte, forcée. Et donc, le crime est requalifié en délit. On passe de la notion de viol à l'atteinte sexuelle sur mineur, qui n'est pas un crime, qui est un délit. Ça a indigné beaucoup de monde, à commencer par les parents de la fillette. Et d'une certaine manière, cette question-là du consentement, vue par la loi, a été reposée au moment de l'affaire Olivier Duhamel, puisque sa victime, le fils de Bernard Kouchner, avait 14 ans au moment des faits. Et si la justice examinait aujourd'hui ces faits, elle s'interrogerait sur le consentement. Ça a été jugé désormais intenable. Non, un enfant en dessous de 15 ans ne peut plus être montré comme consentant, parce que voilà, on est à un âge tellement jeune que l'influence de l'adulte fait que ça doit être considéré comme un viol. Écoutez Éric Dupond-Moretti hier sur France 2. Nous allons toucher au seuil d'âge. Alors je veux m'expliquer qu'est-ce que c'est le seuil d'âge. Un acte de pénétration sexuelle accompli par un adulte sur un mineur de moins de 15 ans sera un viol. Mais attention, le jeune homme de 17 ans et demi qui a une relation avec une jeune fille de 14 ans et demi ne peut pas devenir un criminel quand il a 18 ans et un jour. Donc, il y aura des exceptions, au nombre de 2. D'abord, on va prévoir un écart d'âge entre l'auteur, âge de l'auteur, et âge de la victime. Et deuxième élément, il faudra bien sûr que l'on puisse démontrer que l'auteur connaissait l'âge de la victime. Voilà, alors il y a des exceptions, vous l'avez compris, mais le principe, c'est en dessous de 15 ans, on ne s'interroge plus sur le consentement. Est-ce que c'est le bon arbitrage, le bon choix? Bravo. Non, moi, je dis bravo à Éric Dupond-Moretti. Il a eu le courage de faire ce que la garde des Sceaux qui l'a précédée, Madame Belloubet, qui était en poste à l'époque où l'histoire que vous avez relatée, David, s'est produite et qui, pardonnez-moi, mais tournait autour du pot d'une manière qui m'avait semblé franchement tout à fait détestable. Et là, je dois dire que Éric Dupond-Moretti se comporte en responsable politique conséquent. Et donc, je n'ai qu'un mot à dire, bravo, je trouve que c'est une clarification formidable. Gérard? Alors, c'est exactement le même point de vue. Je sais que ceux qui nous écoutent seront peut-être surpris, mais les enfants n'existent pas depuis toujours. Évidemment, on pourrait dire que depuis toujours il y a des enfants, mais la société a très tardivement reconnu, dans l'histoire de l'humanité, très tardivement reconnu que les enfants c'était des êtres à part, qui nécessitaient un certain nombre de protections, qui ne commettaient pas exactement les mêmes actes que lorsqu'ils étaient adultes. Et donc, je tiens absolument à cette notion d'enfant. Et je trouve que 15 ans est un très bon choix. Alors, on peut toujours discuter, est-ce que c'est trop tard ou trop tôt, mais 15 ans, c'était déjà ce qui était en jeu pour la majorité sexuelle. Je trouve que 15 ans, c'est une très bonne idée. Avant, en effet, même s'il n'y a pas eu violence sur l'enfant, eh bien, on considère qu'il n'a pas pu donner son consentement, comme il le donnera plus tard, lorsqu'il sera plus grand, même lorsqu'il sera d'ailleurs peut-être mineur, parce qu'effectivement, entre 15 et 18 ans, ce n'est pas le même statut. Donc, je trouve ça à 100% parfait, et je suis sensible à l'idée de tenir compte aussi de l'écart de l'âge entre celui qui va avoir ce rapport avec... C'est vrai que c'est pas pareil si le partenaire, si j'ose dire, voire l'agresseur, parce que ça peut être aussi une agression à 17 ans que s'il en a 40. C'est pas tout à fait pareil. Donc c'est intéressant, effectivement, d'avoir réfléchi aussi sur un âge pour celui qui commet l'acte en question. Mais 15 ans, c'est tout à fait bien. Robert. Il y a deux choses qui m'embêtent. Ah, pardon. Non, mais allez-y. Deux détails qui m'embêtent. Le premier, c'est... Pourquoi c'est 15 et pas 16 alors qu'un jeune délinquant, on ne peut pas le traîner en justice avant de tel âge, il n'est pas responsable. Il faudrait qu'il y ait quand même une certaine homogénéité si on considère que ça traduit une certaine maturité, pour qu'il y ait une cohérence. Parce que sinon, on est en train de réagir uniquement sur de l'affect, ce qui est normal, mais le débat juridique dans ce type de choses, il doit être dépassionné. Et je trouverais qu'il y aurait une certaine logique que ce soit un peu pour l'ensemble des contextes. 15 ans est déjà un seuil juridique
pour la majorité sexuelle, etc. Donc, mais il y a aussi une pour la cohérence. responsabilité des jeunes délinquants, par exemple. Et deuxième chose, comme je suis parano, et je n'ai pas pris mes gouttes ce matin, il a terminé sa phrase, M. Dupond-Moretti, il faudra démontrer que la personne ne savait pas quel âge avait l'autre. Non, je vous rappelle qu'il y a des pays où vous rentrez, et c'est marqué, hein, ici, chez nous, vous couchez avec quelqu'un de moins de 16 ans, et il n'y a pas d'excuse, c'est 25 ans de prison. Il n'y a pas de « Ah ouais, mais je ne savais pas, c'est une prostituée, moi je ne savais pas qu'il avait moins de 16 ». Non, je suis désolé. Avant de faire quelque chose, montre-moi ta pièce d'identité que je m'assure quel âge tu as. Parce que c'est vrai qu'une fille maquillée aujourd'hui, tu pourrais croire qu'elle en a 18 ou 20 et en fait elle en a 14. Il va falloir être extrêmement prudent et vigilant. Parce que le danger, c'est qu'il faut qu'on montre que je savais quel âge elle avait. Ça va être très compliqué de condamner les personnes qui ont couché avec une fille de 14 ans après une soirée en discothèque. Hein. Robert. Non, moi, je ne mets pas de bémol ni de mais. Il a raison, bravo, Monsieur Dupond-Moretti. Je veux dire, il faut le dire sans aucune précaution, et ça renvoie à leur responsabilité, vous l'avez dit, ceux qui, avant, ne l'ont pas fait. Hommes et femmes, d'ailleurs. Comme quoi, on peut être une femme et pas avoir le courage de défendre les enfants comme il le fait. Donc, il n'y a aucun bémol. Il a d'autant plus raison qu'on sait bien qu'il y a des violences qui sont des violences symboliques, qu'il y a des poids d'autorité qui n'ont pas besoin de se traduire par 2 baffes pour violer quelqu'un. Il y a une différence d'âge, des statuts qui font que c'est un viol dans tous les cas. Et j'ai eu exactement la même réaction que vous sur les « je ne savais pas ». Parce que c'est un argument qui est très souvent employé. Je ne savais pas qu'elle était mineure. Je ne savais pas qu'il était mineur. Et je pense que là, on a quelque chose. Je ne dis pas que c'est facile, j'en sais rien. Je dis que ça peut, là, introduire des problèmes. Parce que les gens vont dire, évidemment, que vous avez raison, sur un certain nombre de gamines, de Lolita contemporaines, ça ne te saute pas aux yeux qu'elle a moins de 15 ans. Et donc, il va falloir ne pas faire l'ombre d'un cadeau, l'ombre d'une excuse pour des gens qui vous diront « Ah mais attendez, je ne le savais pas, ça ne se voyait pas. Ça ne se voyait pas, tu te renseignes, et si tu ne te renseignes pas, tu vas en prison. » Et voilà. Merci, professeur Casalino, d'avoir été avec nous. Merci Gérard, merci Robert, merci Sophie d'avoir été là aujourd'hui. C'est l'heure d'accueillir notre invité Olivier Bogilot, le patron de Sanofi France. On le remercie particulièrement d'être avec nous parce que ce n'est pas forcément facile en ce moment. Sanofi, c'est un des géants mondiaux de la pharmacie et du vaccin, mais le groupe a raté son rendez-vous avec l'histoire dans cet épisode du Covid, en tout cas pour l'instant. Bonsoir Olivier Bogilot, merci d'être avec nous parce que le vaccin Sanofi ne sera pas délivré, si tout va bien, avant le mois de décembre, au mieux, alors que AstraZeneca, un vaccin de la même catégorie, l'a été dès le mois de janvier dernier. On a beaucoup de questions à vous poser. D'abord, peut-être l'actualité la plus immédiate. D'abord, faute d'avoir donc votre propre vaccin, vous êtes amené à sous-traiter en quelque sorte pour le compte d'un de vos concurrents, Pfizer en l'occurrence. Donc vous allez conditionner le vaccin Pfizer dans une de vos usines, ou peut-être plusieurs. Alors d'une certaine manière, cette décision vous honore, parce que je ne sais pas s'il y a des précédents. Un grand pharmacien accepte de se mettre au service d'un autre grand pharmacien qu'il a devancé d'une certaine manière comme sous-traitant. Ça vous honore, mais est-ce que ce n'est pas difficile à avaler, franchement ? Non, pas du tout. Vous savez, dans cette crise, c'est un effort collectif. Il faut vacciner un maximum de gens en Europe, en France, dans toute la planète. Et donc, lorsque Sanofi a effectivement un léger retard sur son vaccin, et qu'on a les capacités de production qui sont celles de Sanofi, on se dit, est-ce que ces capacités de production doivent rester sans rien, ou est-ce qu'on les utilise dans le laps de temps qui est de notre retard, au bénéfice d'un vaccin qui est déjà sur le marché, celui de Pfizer-BioNTech. Il n'y a pas eu forcément beaucoup de temps d'hésitation chez Sanofi. On s'est dit, oui, on peut le faire, on doit le faire, et c'est un effort de solidarité très important. C'est votre décision spontanée ou c'est le gouvernement français qui vous a un peu incité plus que ça à le faire ? Vous savez, très rapidement, quand on a vu en décembre que nos résultats nous conduisaient à avoir un léger décalage sur notre vaccin, il y a eu une réflexion en interne avec les équipes pour se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la collectivité ? C'est aussi notre responsabilité. Donc on s'est mis autour de la table et on savait
parce qu'on sait dans le vaccin, et maintenant les Français le découvrent, qu'il ne s'agit pas seulement de chercher ou de développer un vaccin, il s'agit de le produire. Et la capacité de production, c'est quelque chose de très important. C'est une décision spontanée. C'est un travail. Et puis ensuite, effectivement, le gouvernement français nous a appelés en nous disant « Est-ce que vous pouvez le faire ?» On l'a fait. Vous savez, le directeur général de l'OMS récemment a cité Sanofi en exemple, parce qu'on a ouvert la voie. D'autres le font maintenant. Et moi, je suis assez fier qu'on ait ouvert cette voie. Alors, parlons peut-être des raisons de votre échec. Mais est-ce que vous, d'abord, vous reconnaissez ce terme? Est-ce que vous l'assumez? Je ne reconnais pas du tout le terme d'échec. Vous savez, il y a plus de 200 équipes qui ont travaillé sur un vaccin dans le monde. À l'arrivée, il y en aura peut-être 6, 8, 10 vaccins qui vont être sur le marché. Parmi ces 10, il y en aura un de Sanofi. Alors effectivement, il n'arrive pas à la ligne d'arrivée le premier, par des raisons qui s'expliquent. Le choix technologique qu'a fait Sanofi n'est pas le choix technologique de l'ARN messager qui est arrivé en premier. Ce n'est pas non plus celui d'AstraZeneca. Vous avez comparé avec AstraZeneca, mais on n'est pas sur la même plateforme technologique. Non, mais c'est de la même famille, disons. Non, c'est une famille un peu différente. C'est une protéine recombinante. Au mois de mars, quand on fait ce choix-là, on choisit la technologie qui est la plus performante sur le marché. Les grands experts que vous avez eus sur votre plateau vous le diraient. La protéine recombinante adjuvantée, qui est la technologie qu'on utilise au mois de mars, est celle qui donne le plus de bénéfices, le plus d'efficacité, probablement le meilleur résultat. On ne connaît rien de l'ARN messager à ce moment-là. Et donc, on fait ce choix-là. On sait que c'est un choix qui va nous conduire à être plus loin dans le lancement du vaccin. On avait indiqué 18-24 mois. Finalement, on était revenu à 15 mois, qui est un phénomène d'accélération énorme. On met 8 ans pour faire un vaccin, 8-10 ans. Là, on était à 18-24 mois, puis 15 mois, puis on a eu un léger retard qui nous remet à 18 mois. C'est quand même une prouesse remarquable, donc je ne le vois pas du tout comme un échec. Alors vous diriez quoi? Contre-performance? Moi, je considère que, si vous voulez, la solution pour faire face à cette crise, c'est d'avoir plusieurs laboratoires qui arrivent avec plusieurs vaccins pour pouvoir produire des milliards de doses. Oui, mais donc, on aime toujours être le premier, ou le deuxième, ou le quatrième, ou le cinquième. L'orgueil voudrait qu'on soit le premier. On aimerait tous être le premier, mais dans cette course, il ne s'agit pas forcément d'être le premier. Il s'agit de pouvoir amener un vaccin efficace et avec une très bonne tolérance dans des quantités qui sont extrêmement importantes, et que vous arriviez deuxième, troisième, quatrième, peu importe. Les quantités seront là, elles seront utiles pour les Français, pour les Européens et pour le monde. On y reviendra dans un instant, au moment où ce vaccin pourra être délivré. Mais simplement, je rentre un peu dans le détail et je regarde mes notes. Vous avez acheté un réactif pour votre vaccin, je schématise un peu, mais pour gagner du temps. Vous auriez pu le produire vous-même, ça aurait pris beaucoup de temps. Ouais. Vous avez choisi de l'acheter et puis finalement... lors des premiers essais, il s'est avéré défectueux, c'est-à-dire qu'il ne permettait pas de mesurer le bon dosage qu'il fallait du vaccin lui-même. Et finalement, vous vous êtes rendu compte que le dosage était insuffisant et donc il a fallu tout recommencer à zéro. Que diriez-vous? Est-ce que c'est la faute à pas de chance? Alors, pas tout recommencer à zéro, mais effectivement reprendre la concentration. Vous avez parfaitement résumé la situation. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes pour le coup, une course de vitesse. Vous devez aller très très vite pour pouvoir développer votre vaccin. Je le disais, c'est 8 ans, 8-10 ans. Là, on se dit on va le faire en 18-24 mois. Vous prenez donc des paris. Et effectivement, généralement, le réactif que vous décrivez, on le fait en interne. Ça prend quelques mois, ce qui nous permet d'avoir des garanties sur ce qu'on met en termes de doses dans le vaccin. Là, on a fait le choix d'acheter un réactif pour aller plus vite. Il s'avère qu'il a été effectivement... il a réagi avec notre propre vaccin, ce qui nous a décalé notre concentration. C'est pas grave. C'est un manque de discernement ou c'est la faute à pas de chance? Vous savez, quand vous essayez d'accélérer, vous pouvez avoir ce type de péripéties. Mais d'ailleurs, même quand vous accélérez pas, il peut arriver que vous ayez ce type de péripéties. Des péripéties. Dans un développement clinique, dans un développement de recherche, vous avez toujours des éléments comme ça qui peuvent arriver. C'est arrivé là, tant pis, mais vous savez, ça nous décale de quelques mois. Oui, mais on va revenir encore une fois à ce décalage, mais... Sur le diagnostic que vous faites de ce décalage, d'abord, je voudrais rester un peu sur la toile de fond finalement. Regardez ces graphiques qui ont été produits par l'hebdomadaire L'Express. D'un côté, vous avez le pourcentage du chiffre d'affaires affecté aux dépenses de recherche. Sanofi est en rouge, la moyenne des big pharma, comme on dit, est en bleu. Et on voit que Sanofi décroche légèrement. Et l'hebdomadaire compare ces courbes-là, ces évolutions-là, à l'évolution des dividendes que vous versez. Et là, on se rend compte qu'au contraire, Sanofi verse plus de dividendes
est en évolution de plus en plus par rapport à la moyenne des autres entreprises du secteur et affecte moins de dépenses à la recherche. Plus pour les dividendes, moins pour la recherche. Est-ce que ça n'est pas là aussi que le bât blesse? Non, vous savez, verser des dividendes, c'est une bonne chose parce que ça permet à nos investisseurs d'avoir confiance en nous et sur des temps de recherche qui sont généralement des temps longs, on a besoin d'avoir la confiance des investisseurs. Ces courbes, elles sont intéressantes parce que si je prends si vous regardez Sanofi entre 2005 et 2010, Sanofi entre 2005 et 2010, c'est une société qui fait de la chimie. Et à partir de 2010, il y a un choix stratégique qui est fait en interne de passer à de la biotechnologie et de la chimie. Donc on inverse, on fait une transformation majeure qui est de faire en sorte que Sanofi, au cours du temps, fasse cette transformation et rejoigne la biotechnologie. Sans pour autant rattraper vos principaux concurrents. On ne rattrape pas nos principaux concurrents, mais la transformation dont on parle, elle est encore en cours. Et si vous regardez les résultats qui ont été présentés vendredi, les résultats montrent que les résultats de Sanofi viennent aujourd'hui des médicaments dits de spécialité issus de la biotechnologie ou de la chimie très précise. Au cours des 10 dernières années, cette transformation, elle est majeure. Et elle est majeure, vous savez, on parle souvent des groupes français quand ils disparaissent. Il y a des grands groupes, Alcatel, des grands groupes ont disparu. Sanofi s'est transformé. Et aujourd'hui, le Sanofi que vous voyez là en 2020, il est plus fort que lorsqu'il était en 2010. Et dans 5 ans, avec toute la transformation qui a eu lieu sur ces 10 dernières années, dans 5 ans, ce groupe il sera encore plus fort. Et c'est quelque chose sur lequel il faut plutôt se féliciter parce que tous les pays n'ont pas la chance d'avoir un leader de la pharmacie sur leur sol. Mais est-ce que vous n'avez pas loupé le coche il y a 2 ans, quand vous avez eu des pourparlers, je crois, avec ces fameuses biotech dont on parle beaucoup aujourd'hui, Moderna, BioNTech, CureVac aussi, qui finalement ont signé avec vos concurrents? Alors, ils ont fait des partenariats de recherche, mais nous, on en a fait d'autres. Vous savez, Sanofi, sur les 18 derniers mois, a signé 5 acquisitions de boîtes de biotechnologie. Alors, on en parle un peu moins, mais Sanofi, en 2025, sera probablement la société qui est leader mondial de l'immunologie, parce qu'on a fait des acquisitions en immunologie. On travaille aussi beaucoup sur le cancer, on travaille sur la sclérose en plaques. Donc, on est en train de travailler avec d'autres sociétés de biotech. On a fait des choix. Vous savez, il faut choisir. On n'a pas choisi BioNTech. On a choisi une autre société qui s's'appelle Translate Bio. Et là, c'est quoi? C'est la pièce qui tombe du mauvais côté? C'est des choix. Vous savez, Translate Bio, ils sont un peu moins en avance sur l'ARN messager que BioNTech, mais ils ont une technologie qui pourrait permettre d'avoir demain un ARN messager à température de 2 à 8 degrés, ce qui est aujourd'hui la température des vaccins classiques. Si on arrive à faire ça, ça sera probablement un choix payant à moyen terme. Alors, ce qu'on a du mal à comprendre quand même, vous dites depuis quelques années, on a redressé le tir en quelque sorte, mais Sanofi annonce la suppression de 1700 emplois. 1000 en France. Ce ne sont pas des licenciements, ce sont en quelque sorte des départs à la retraite qui ne sont pas remplacés. Et parmi ces emplois, 364 postes de chercheurs. Est-ce que là, on n'est pas aussi dans cette même question où on renonce à, enfin en tout cas, on affaiblit peut-être un endroit stratégique de l'entreprise? En fait, là aussi, vous faites des choix. Et lorsque vous investissez dans certaines aires thérapeutiques très innovantes, comme le cancer, la sclérose en plaques, vous avez besoin de chercheurs très qualifiés. Et vous avez d'autres endroits où vous avez besoin de réduire parce que c'est de la recherche qui est moins prioritaire pour nous. En fait, on ne fait pas des économies pour faire des économies. On ne supprime pas des postes pour supprimer des postes. Si vous regardez sur les 5 dernières années, d'ailleurs, les effectifs de Sanofi restent stables parce qu'il y en a qui partent, il y en a qui rentrent sur des fonctions qui sont très innovantes. Vous savez, aujourd'hui, pour développer un médicament, il faut être très bon en digital, il faut avoir des puissances de calcul très importantes, il nous faut des data scientists. Cela rentre, il y en a d'autres qui sortent. À l'arrivée, c'est la performance générale qui doit être augmentée. Vous voulez dire qu'un chercheur n'est pas interchangeable? Il ne faut pas prendre un chercheur contre telle maladie et puis lui dire tu vas travailler finalement sur telle autre. Absolument. On a par exemple fait le choix de réduire notre recherche sur le diabète et le cardiovasculaire pour se focaliser sur le cancer. Vous avez raison, on ne peut pas prendre un diabétologue pour venir travailler sur de la recherche en cancérologie. Alors, je reviens au vaccin. Donc, vous dites, on n'a que quelques mois de retard, mais votre vaccin doit être livré en décembre, dans le meilleur des cas, si tout va bien. Dernier trimestre de l'année. À peu près, voilà. Or, écoutez ce que disait Emmanuel Macron sur l'objectif du calendrier de la vaccination en France. Nous allons continuer cette stratégie et d'ici à la fin de l'été, nous aurons proposé, en France, à tous les Français adultes qui le souhaitent, un vaccin. Alors,
si ça ne marche pas à la fin de l'été, on peut supposer que ce sera peut-être en octobre ou en novembre. Mais si toute la population adulte française est vaccinée, est-ce qu'on aura encore besoin de votre vaccin en France? Alors, probablement. Vous savez, avec cette épidémie, on va de surprise en surprise et on a des variants qui apparaissent. Et puis, on ne sait pas quelle va être la durée d'efficacité de la vaccination aujourd'hui. Vous allez peut-être être, comme dans d'autres pathologies, être obligé de revenir pour avoir un rappel de votre vaccin. Donc, si vous avez besoin d'un rappel, le vaccin de Sanofi pourrait être disponible et être utile. Donc, peut-être que dans 2022 ou en 2023, vous aurez une utilisation du vaccin de Sanofi pour les patients français ou les patients européens. Et puis, vous l'avez très bien dit, il ne s'agit pas de vacciner que les Français, il s'agit de vacciner le monde entier, parce que sinon, on n'arrivera pas à arrêter cette crise. Donc, les vaccins seront aussi utilisés. Et d'ailleurs, on a un partenariat avec l'initiative COVAX pour pouvoir donner ces vaccins aux pays en voie de développement. Donc ces vaccins seront utiles. En tout cas, l'Union européenne, si je ne m'abuse, vous a préacheté 300 millions de doses. À réserver, effectivement. À réserver 300 millions de doses. Alors ce sera pour l'Union européenne ou ce sera peut-être pour d'autres pays. Je voudrais terminer cet entretien en vous faisant écouter deux réactions. Parce que pour beaucoup, cette contre-performance de Sanofi a été vécue et analysée comme le symbole d'un déclin industriel français. Écoutez, réaction, commentaire politique. La France subit une humiliation totale avec cette affaire de vaccin. L'humiliation parce qu'on n'est pas capable de faire un vaccin. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux en Europe et en France? Je suis sûr que oui. On laisse trop souvent filer la capacité industrielle du pays. Montage Nassima Driouache. Quand vous entendez ça, vous vous dites c'est injuste, vous vous dites on l'a bien mérité, vous vous dites on fera mieux la prochaine fois? Je trouve toujours injuste et je trouve même assez irresponsable au fond que certains élus qui sont là pour essayer d'accompagner leurs groupes nationaux fassent du bashing de ce groupe et j'en ai un peu assez, pour être totalement transparent avec vous, du Sanofi bashing. Je trouve qu'on a un groupe qui est extrêmement performant, qui se transforme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui apporte des médicaments très innovants pour les Français, qui est encore dans la course au vaccin, et d'ailleurs qui a même 2 vaccins en cours de développement, dont les doses seront utiles. Et quand j'entends certains élus qui sont un peu de pub sur le dos de Sanofi dans le cadre de cette crise, je trouve ça un peu lamentable. Après, les propos de François Bayrou sont un peu différents, puisque lui, il place ça dans un contexte qui est plus général. Est-ce que la France ou est-ce que l'Europe doit investir plus dans les industries de santé? La réponse est oui. Les Américains l'ont fait, les Chinois le font. Il y a une prise en compte dans cette crise du fait que ce secteur est stratégique. On n'a pas suffisamment investi dans ce secteur au niveau européen. Que la France et l'Europe investissent davantage, c'est une très bonne chose. Mais dernier point, si vous deviez refaire ce qui a été fait en matière de recherche de ce vaccin, vous referiez les choses à l'identique? Oui, j'en suis convaincu parce que, encore une fois... Vous referiez les mêmes choix? Au mois de mars, le choix technologique que fait Sanofi est le choix le plus rationnel. On prend la technologie qui nous apparaît comme étant celle qui a le plus de promesses et qui nous apparaîtra le plus efficace. On ne choisit pas l'ARN messager parce qu'on ne sait pas si ça va marcher. On ne choisit pas l'adénovirus qu'a utilisé AstraZeneca ou Johnson & Johnson parce qu'on sait que ce type de vaccin a une efficacité moindre, d'ailleurs on le voit, et surtout qui peut se détériorer avec le temps. Donc on fait ce choix-là de protéines recombinantes adjuvantées. On s'associe avec GSK, qui a le meilleur adjuvant sur le marché, et on fait un choix qui est totalement rationnel. Je pense que si on devait refaire l'histoire au mois de mars, on ferait exactement le même choix. Merci Olivier Baugilot. Merci de nous avoir accordé cette interview. Vous êtes un homme très critiqué, parfois de façon très virulente, et c'était parfois injuste. Et parfois injuste, vous le dites vous-même. Ce sont vos propos. C'était très intéressant de vous entendre sur ces différents points. Merci beaucoup. Restez avec nous. On enchaîne avec les partis pris. Jean-Michel Apathy pour la politique, Pascal Perry pour l'économie, Abnouch Chalmani pour l'international. Et c'est vous qui commencez, Jean-Michel. On débat d'écologie en ce moment, oui, beaucoup. Avec la présentation du projet de loi du gouvernement suite à la fameuse convention citoyenne. Et vous dites à cette occasion, vous dénoncez le mensonge du nucléaire. Ah oui. C'est-à-dire? Ça, en France, on adore le nucléaire, c'est la fierté nationale. Alors, c'est le plus gros bobard du siècle. Je le pense comme ça. Ah bon?
Ah oui, absolument. Je vais essayer de justifier maintenant cette affirmation. Vous êtes là pour ça. Totalement aventureuse. Alors, on en parle aussi parce que devant la commission de développement durable, Jean-Bernard Lévy, qui est le PDG d'EDF Plancher, pour expliquer son projet de découpage d'EDF, je vais y revenir, ce qui a suscité devant l'Assemblée nationale des manifestations parce que les salariés sont très hostiles au plan Hercule que propose la direction d'EDF. Alors, le plan Hercule, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, EDF, c'est une entreprise unique. Et il s'agit de la découper en 3. Alors déjà, quand une entreprise fait ça, vous savez, c'est pas très bon signe. EDF bleu gérera les centrales nucléaires. EDF vert gérera la commercialisation de l'électricité et les énergies renouvelables. Et EDF azur les barrages hydrauliques. C'est les deux premiers qui sont intéressants, les bleus et le vert. Le vert, EDF vert, si on peut laisser le tableau, c'est très bien pour fixer les idées, EDF vert gérera des activités rentables. Donc lèvera de l'argent en bourse et les syndicats disent « Ah, ça va privatiser ». Alors on me dit « Non, pas du tout ». Mais enfin, ça, il ne faut jamais croire les promesses. Tout est en place pour que, en tout cas, l'activité rentable soit séparée de l'activité qui ne l'est pas. Et qu'est-ce qui n'est pas rentable? C'est le nucléaire. Aujourd'hui, EDF traîne, à cause du nucléaire, de ses coûts, de ses obligations, une dette de 42 milliards d'euros, dont il faudra bien soulager à un moment EDF. Et le découpage a pour but aussi de préparer tout cela. Qu'est-ce qui plombe EDF? Voilà quelques chiffres. Des centrales, des réacteurs en France, il y en a 58. Répartis dans 19 centrales. Nous sommes le pays au monde qui avons fait le choix du nucléaire. 70% d'électricité est d'origine nucléaire. Dette 42 milliards, je l'ai dit. 100 milliards de grand carénage. Qu'est-ce que c'est le carénage? À l'origine, les centrales avaient 40 ans de durée de vie. Il faut les faire passer à 60 ans. Ce sont donc des travaux qu'il faut faire. Il faut compenser l'usure. Il faut aussi hausser le niveau de sécurité. Depuis Fukushima, évidemment, ça n'arrête plus. Là, il faut toujours en faire plus. EDF avait dit que ça coûtera 50 milliards. La Cour des comptes est passée derrière, elle a dit que ça coûtera 100 milliards. Une spécialité chez EDF, c'est de tout minorer. Voilà. Vraiment, quand vous demandez un chiffre à EDF, vous pouvez souvent le multiplier par 2. C'est assez fréquent. Bon, la construction de l'EPR à Flamanville, c'était ça. Ça devait coûter 3 milliards, on en est à 20. Enfin bon, ça c'est pas du 2, ça c'est du beaucoup plus. Et puis, il y avait un dernier chiffre sur le tableau que je vous montrais, 47 milliards pour 6 nouveaux réacteurs. De quoi s'agit-il? Ça, c'est très important. On n'en parle pas du tout dans le débat public. C'est qu'il faut penser à renouveler les réacteurs, parce qu'on allonge la durée de vie, mais ils ne vont pas tenir un siècle. Donc, il faut en construire des nouveaux, et EDF attend, ils n'auront rien avant 2022, le feu vert pour construire 6 nouveaux EPR. Et il faut commencer à les mettre en route avant la fin de la décennie. Donc la décision politique, elle doit venir maintenant. Alors si vous voulez, au gouvernement, tout le monde est sous la table. Hein. Ça, Monsieur Lévy pose la question, personne ne va répondre parce qu'on va pas... Et puis je crois qu'il y avait une dernière donnée sur le tableau, je ne sais plus bien. Ah oui, 14 centrales démantelées. C'est-à-dire qu'il est prévu de démanteler d'ici à aujourd'hui, à 2035, 14 vieux réacteurs. Ça, on ne sait pas combien ça coûte. On ne sait pas très bien faire non plus. On n'a pas toute l'ingénierie. Et alors, si vous voulez tout ça, au bout du compte, ça fait quoi? Ça fait une électricité d'origine nucléaire qui va nous coûter la peau des fesses. Si on la vendait au prix qu'elle coûte, mais le prix de l'électricité sera augmenté de manière conséquente. C'est là qu'est le premier mensonge. Si mais Jean-Michel, c'est que pendant des années, on nous a dit le nucléaire, c'est pas cher. Bah, tiens, pendant des années, c'est vrai que c'était pas cher. Oui, mais le prix de l'électricité était tellement bas, unique en Europe, à ce point-là. Pendant des... Toujours le cas. Oui, pendant des années, ça va devenir cher. Et puis après, j'ai un dernier petit juste un élément là-dessus, pour alimenter le débat. Sur les 100 milliards de grand carénage, c'est probablement la moitié. Je pense que c'est EDF qui a raison. Deuxième réflexion. Je ne sais pas, c'est la Cour des comptes qui dit ça. Hein. C'est la Cour des comptes. Hein. Non mais, ouais, ces sommes ont dû être provisionnées. On les a déjà payées. C'était dans le prix des factures que nous avons payées. Je ne sais pas combien... Attendez, Jean-Michel, si ça n'a pas été provisionné, c'est une erreur de gestion, c'est autre chose. Alors, parlons des erreurs de gestion. Je ne sais pas combien a été prévisionné, mais vous savez comme moi, et c'est exceptionnel dans une société du CAC 40 que le directeur financier d'EDF, il y a 2 ans, a démissionné. Ouais. Et alors, on peut dire ce qu'on veut, mais la presse a ses subjectivités. Ça a été un peu commenté, mais enfin pas beaucoup. Hein. Enfin, si on remplace le nucléaire par du renouvelable, ça sera un montant colossal aussi pour construire ces éoliennes, ces générateurs pour les brancher, ces centrales solaires. Les éoliennes, c'est surtout de la perte d'énergie en plus. Je pense que les éoliennes
éoliennes ont plus d'avenir que les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, dans un siècle, je pense qu'on n'en fabriquera pas beaucoup. Il y a 10 pays qui ont relancé un programme nucléaire. Oui, il y a ça. Des pays qui font des bêtises, il y en a toujours. Hein. Pouvons-nous aborder un dernier petit problème rapidement, le problème des déchets? Parce qu'on a lancé le nucléaire, poum, poum, tralala, tout le monde était content, mais les déchets radioactifs, la petite part d'uranium enrichi qui est extrêmement radioactive, elle l'est pendant 100 000 ans. Qu'est-ce qu'on en fait? Actuellement, EDF est en train de remplir les piscines qui sont à proximité des centrales parce qu'il faut garder ces éléments radioactifs dans l'eau pour qu'ils ne chauffent pas trop, sinon ils irradient. Ils sont en train de les stocker dans des piscines dont on dit que dans 10 ans, elles seront complètement pleines. Oui, on peut dire la même chose des batteries électriques. On ne sait absolument pas quoi faire des déchets. Et après, où on va les mettre, ces déchets radioactifs? Mais je ne traite pas tous les problèmes en même temps. Le docteur Apathy dans traite les couches un dossier, d'argile. après il en traite un. Dans les couches d'argile de la centrale de Bure. Bure, premier décret 1998. C'est toujours pas ouvert. Personne n'en veut de Bure. Personne n'est capable de dire si la terre particulière de Bure sera capable d'absorber ou pas les radiations. Personne ne sait rien. Pendant quelques centaines ou quelques milliers d'années, le temps qu'il y ait un saut technologique. 100 ans, ça dure. Et les linguistes ont attiré depuis longtemps l'attention sur un problème auquel personne ne pense. Comment, au vivant de 100 000 ans, transmettrons-nous l'information qu'il y a là sous terre des déchets nucléaires? Eh bien, les linguistes disent, vous savez, il n'est pas sûr qu'un langage se transmette durant autant de temps dans une forme suffisamment compréhensible pour ceux qui, dans 100 000 ans, seront encore vivants. Donc, nous avons ouvert la marmite du nucléaire comme des apprentis sorciers, et maintenant, on commence à regarder les dégâts. Franchement, c'est pas enthousiasmant. Aux États-Unis, ils sont sur 80 ans de durée de vie des centrales et peut-être 100 ans en les renforçant. Pascal, un mot? Sur le coût complet du nucléaire, je pense que Jean-Michel a raison. On s'est beaucoup raconté d'histoire. Il y a eu beaucoup de fautes de gestion. Si EDF est en difficulté financière aujourd'hui, c'est qu'à une époque aussi, EDF avait des réserves de trésorerie qu'on est allé investir au Mexique, en Argentine, qu'on a perdu sur les marchés financiers à un moment où, au contraire, il fallait travailler à la rénovation des centrales. Ma deuxième réflexion sur les énergies alternatives, sur les éoliennes. Vous savez, Jean-Michel, sur les éoliennes, vous produisez 4 gigas, vous en livrez 1. C'est 25% de rendement au mieux. À ce stade, pas de solution autre que le nucléaire. Ma position, c'est celle de Jean-Marc Jancovici, qui est pourtant écologiste, qui dit « servons-nous du nucléaire, adossons-nous au nucléaire pour organiser la transition douce vers des énergies renouvelables ». C'est-à-dire, achetons du temps avec le nucléaire pour aller vers un modèle qui est plus vertueux. Ah ben, j'ai pas mieux. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Pascal, c'est tout à fait juste. Juste une petite remarque de méthode. Vous savez, Pascal, il ne s'agit pas d'opposer les énergies renouvelables qui seraient parfaites au nucléaire et qui a des défauts, évidemment. Bien sûr. Eh bien, vous gardez la parole, Pascal, et vous nous dites, le vaccin, c'est pas seulement un progrès sanitaire, on peut chiffrer le bienfait du vaccin en termes de croissance. Le vaccin, c'est de la croissance. Alors, ça, c'est vrai, mais on chiffre surtout son retard aujourd'hui et ce que ça nous coûte en termes de croissance. Donc, c'est un peu un calcul négatif qui nous dit que, oui, vacciner, d'une certaine façon, ça rapporte. Et c'est Euler Hermès qui estime potentiellement le retard que nous avons actuellement en Europe sur la campagne de vaccination, retard à 5 semaines, qui l'estime à 90 milliards d'euros. Pour l'économie européenne, ce n'est pas uniquement pour l'économie française. Alors, je vous ai préparé un petit graphique qu'on va commenter parce qu'il y a un petit modèle derrière ça qu'il faut essayer de comprendre. Premier point, on sait que le coût d'achat des vaccins, c'est le modèle de calcul de Euler Hermès. Le coût d'achat des vaccins autour de 22 milliards d'euros. On a acheté 2,5 milliards de doses à 10 euros, ça fait à peu près 22 milliards d'euros. Pour l'Europe, hein ? Pour l'Europe. Le coût du retard de notre campagne actuelle sur la vaccination des personnes vulnérables, c'est un coût induit de 63 milliards d'euros. Le coût du retard sur l'ensemble de la population, avec un objectif qui, je vous le rappelle, était celui de l'Union européenne, 70% de gens vaccinés à la fin de l'été, égale immunité collective, ça nous coûte 90 milliards d'euros. Une semaine de restrictions sanitaires, c'est 0,4 points de PIB. 5 semaines, vous faites le compte, ça fait 2 points de PIB sur une tendance semestrielle. C'est un peu complexe, mais il faut vraiment bien le comprendre. C'est 90 milliards d'euros. Ce que nous dit également Euler Hermès, c'est que la France est probablement le pays qui paye le plus lourd tribut au retard en matière de vaccination, puisque chaque semaine de retard nous coûte, selon cette modélisation, 3 milliards d'euros. On en est donc à 15. Le rapport, si je fais une synthèse rapide, là, un point intermédiaire, le rapport entre le coût de la vaccination et le retard, vous avez 2 silos, c'est un rapport de 1 à 4. Alors, les pays
qui ont surenchéri sur le prix du vaccin, je pense à Israël, ont été montrés du doigt. Ben, c'est eux pourtant qui avaient raison. C'est-à-dire qu'au fond, ils ont payé un peu plus cher, mais ils ont acheté du temps. Le problème, Pascal, c'est que si tout le monde avait fait la même chose, alors les prix du vaccin se seraient envolés, ils auraient été multipliés par 5. C'est vrai. Quand vous êtes le gagnant, ça va, mais si tout le monde adopte la même logique, c'est pas très coopératif. Eh bien, tout le monde n'adopte pas manifestement la même logique. L'Europe a perdu beaucoup de temps à négocier les prix notamment. L'explication d'ailleurs, elle est très simple, elle est très humaine, c'est qu'il n'y a pas de compétences en matière de santé à l'échelon européen. Ceux qui ont acheté les vaccins, achetés peut-être pour la première fois de leur vie, ils ont cherché à tirer les prix vers le bas et finalement ça risque de nous coûter très cher en termes d'effets multiplicateurs. L'effet multiplicateur, vous savez, c'est la théorie de Keynes qui en parlait pour justifier sa propre politique quand l'État remet de l'argent dans le circuit. Eh bien, ce que dit Euler Hermès, c'est que les économies qui vont terminer la course en tête, je traduis, celles qui vont sortir les premières de la pandémie, seront récompensées par de forts effets multiplicateurs positifs, la reprise de la consommation, la reprise de l'investissement. Je voudrais ajouter que pour les retardataires, ce sera à l'inverse, double impact. Le surcoût des restrictions, chaque semaine de restrictions, on l'a montré, nous coûte cher, mais aussi le retard à l'allumage. Nos concurrents vont prendre des positions, vont prendre de l'avance, et il faudra donc augmenter le stock de capital, le poser sur la table pour essayer de rattraper notre retard. La recherche n'est donc pas un coût, c'est la conclusion de mon parti pris, c'est un véritable investissement. Bon, vous nous minez un peu le moral. Mais la campagne accélère. Alors, on l'a montré, il y a quand même une nouvelle donne de la campagne de vaccination. On va tous les avoir, vous allez voir. Oui, la question, voilà, c'est sûr, le lièvre et la tortue. Il faut arriver le premier, à la fin. Votre parti pris à l'international, Abnous, la Russie piétine l'Europe. C'est vrai que c'est un peu dur pour l'Europe. Non seulement la Russie piétine l'Europe, mais je trouve qu'on fait tout pour se faire piétiner. C'est que là, je crois qu'on a perdu tout sens diplomatique. Vraiment, on a oublié que la diplomatie était une arme et pas seulement un outil, j'allais dire, de communication, quoi. Ça, c'est autre chose. Donc là, vendredi, acte 1, c'est comme ça. C'était ce vendredi 5 février, Josep Borrell à l'image, chef de la diplomatie européenne, qui va rencontrer son homologue russe, ministre des Affaires étrangères, l'inamovible Sergueï Lavrov. Donc voilà, il se retrouve, c'était un peu une séance d'humiliation. C'était extraordinaire, c'était vraiment gênant à regarder. Je l'ai résumé, j'ai pris juste un petit morceau de tout ce que Lavrov a reproché aux Européens. On regarde tout de suite le petit verbatim, je trouve que ça résume un peu. L'Union européenne n'est pas un partenaire fiable, les mesures de sanctions européennes sont des instruments typiques du passé colonial. Sur le passé colonial, on repassera ambiance, mais sur la fiabilité, non, on n'est pas fiable parce qu'on est faible, et on est faible parce qu'on est désunis, malgré ce que Josep Borrell nous a expliqué de retour au Parlement européen. On l'écoute tout de suite. Russia has been trying to divide us. They seek to divide us. They haven't succeeded. On Ukraine and on human rights issues, they haven't succeeded on dividing us. This seemed to be a clear objective during my visit. We should not fail into these traps. Oui, on n'est pas tombé dans ces pièges parce qu'on était déjà tombé dedans. Donc c'était difficile de davantage nous diviser. Parce que déjà avant le déplacement de Josep Borrell, je rappelle que la Pologne, les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie étaient contre. Ils ont un passé avec la Russie. Ils ne veulent pas entendre parler de davantage de négociations de commerce avec la Russie. La Grèce, l'Autriche, l'Italie et surtout la Hongrie sont pour, et surtout la Hongrie. Donc c'est mignon qu'ils nous disent qu'on n'est pas divisé, parce qu'aujourd'hui même est tombée par exemple cette information. Figurez-vous que l'une des dernières radios indépendantes, Club Radio de Hongrie, n'a pas le renouvellement de sa licence. Ce qui fait que c'est l'un des pays où la liberté de la presse est le moins respectée, où il n'y a plus d'indépendance de la justice. Donc on n'arrive pas à régler les problèmes de l'état de droit en Europe avec des membres de l'Union européenne, et on va aller faire la leçon à la Russie. Ne parlons même pas à la Pologne qui est, mais doucement mais sûrement, en train de partir vers des rives fascistes. Et quand je dis fasciste, c'est pas la petite insulte qu'on se lance ici en France dès que quelqu'un n'est pas dans la doxa bonne potence. Du vrai fascisme, on l'a en Pologne, pareil, Union européenne. On reparlera de la Pologne. Non, mais c'est terrible ce qui se passe en ce moment. Non, mais c'est quand même assez terrifiant ce qui est en train de se passer. De toute façon, le gouvernement soutient tous les réseaux
en gros d'extrême droite en ce moment. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le couple franco-allemand, qui se trouve qu'en même temps que Lavrov humiliait l'Europe par l'intermédiaire de Borrell, ils étaient en conférence de presse. Merkel et Macron, évidemment, ils ont trouvé ça inadmissible, parce que évidemment, à la fin de leur rencontre, renvoi de 3 diplomates européens. Il l'apprend, Borrell, il l'apprend par les réseaux sociaux quand même, et même pas officiellement. Pendant qu'il est à Moscou. Vladimir Poutine renvoie 3 diplomates européens. Ah, mais plus humiliant meurt. Donc, est-ce que c'est la preuve d'un pouvoir fort, ça? Ah non, c'est juste... Non, c'est plus la preuve de notre faiblesse. Parce que résultat des courses, là, Macron... Non, ils ont toujours fait ça, mais nous, on est faibles, on n'est même pas unis. Il y a 2 lectures ça fait des années, depuis 2014, on balance des sanctions sur la Russie, rien ne bouge. La Russie nous tire la langue, voire nous fait des doigts d'honneur, rien ne bouge. Parce que regardez, la France est contre le gazoduc. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé la semaine dernière, le Nord Stream 2. Donc elle est contre. Elle dit, non, voilà un levier de pression sur la Russie. Vraiment? Parce que l'Allemagne va accepter de payer 35% de plus son gaz, qui plus est aux Américains, donc un gaz de schiste. Eux, qui se targuent d'être si écologiques et d'avoir arrêté le nucléaire, ils vont tomber dans le gaz de schiste. Elle est où la logique? Sérieusement? J'aimerais juste qu'on m'explique elle est où la logique. Donc l'Allemagne ne va pas lâcher le gazoduc Nord Stream. C'est évident qu'elle ne va pas lâcher. Donc comment faire? C'est un projet russo-allemand. Russo-allemand, et l'Allemagne en a besoin justement du fait des centrales nucléaires, parce qu'elle a réouvert les usines à charbon et que c'est très très polluant. Tout ça est devenu impossible. Donc comment faire? Navalny, ça suffit pas, parce qu'en plus, en mettant Navalny comme préalable, on dessert la cause de Navalny. Donc vous seriez pour une rupture du dialogue avec Moscou? Mais pas du tout, ça ne marche pas. Moi, je suis pour... Écoutez, au moment de la poursuite du dialogue, quoi qu'il fasse contre Navalny, de toute façon, ce qu'on dit ne sert à rien, donc on ne doit rien dire. Et ça fait me paraît pas une analyse juste. Moi, ça me paraît une analyse juste. Regardez Navalny. Plus on le soutient, plus on fait un préalable à toute forme de négociation, qu'est-ce qui se passe? Plus la Russie utilise ce soutien pour dire, voyez bien que c'est un agent de l'étranger. Mais Abnou, si on est désunis, comment est-ce qu'on peut être ferme avec la Russie? Justement, déjà, il faut commencer à être unis. Mais faut ça, vraiment... entre la Hongrie faut se mettre... et la Suède... commercer avec la Russie, parce que plus on a de liens d'interdépendance, plus on peut avoir une influence. Et regardez sur l'international, on a abandonné la Syrie. Il y aura toujours des pays en Europe, l'unanimité n'existera pas. Il y a une tendance diplomatique. Et par ailleurs... La Hongrie et la Pologne n'ont vraiment plus grand-chose à faire en Europe. Le défaut du regard que vous portez sur la Russie est quand même ici. L'affaire Navalny crispe le pouvoir russe, le montre nu tel qu'il est. Vladimir Poutine sait, d'ailleurs il a fait voter une loi d'amnistie pour ça, que la fin de son pouvoir approche. Vous savez, ça fait 20 ans qu'il règne et qu'il doit sortir de tout ça. La Russie est le contraire d'un régime solide. Le mot de la fin, très vite. Non, mais le mot de la fin, il faut vraiment qu'on négocie. Sinon, on va encore, comme on a perdu la Syrie, c'est les populations civiles qui en savent. Moi, je dis la diplomatie fait des petits, la guerre ne fait que des morts. Ça, merci à vous 3 pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, Richard Malka avec Elisabeth Martichoux. Bonsoir, à demain. C'était